Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. 2 heures de pur bonheur, 2 heures accompagnées de l'homme qui est mon collègue, j'allais dire l'homme que j'aime, et d'un seul coup ça va déraper. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Mais nous sommes où ? Nous sommes à Rétromobile depuis le stand Renault en direct jusqu'à midi avec des invités, on va le dire, exceptionnels. Prestigieux. Voilà, tout d'abord on a avec nous Fabrice Cambolive qui est le directeur général de la marque Renault pour le monde, donc le grand patron de Renault. Bonjour. Bonjour Fabrice, on a aussi, alors vous le connaissez, François Alain. En fait, François Alain, il fait partie des modèles exposés à Rétromobile. C'est ça la vie. Non. Il fait partie des modèles exposés à Rétromobile. Il fait un petit peu partie des meubles. Alors un salon, on en parlera à la fin avec le directeur du salon, mais un salon qui va battre sans doute tous les records. Un salon absolument magnifique cette année. Et puisqu'on célèbre des records, on va parler de records de Sud Radio pour commencer. On a franchi un cap historique et on voulait vraiment tous vous remercier. Vous êtes plus de 41,5 millions d'écoutes, ce qu'on appelle les écoutes digitales aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous branchez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le site de Sud Radio pour nous réécouter, nous écouter en direct ou réécouter les podcasts ou les replays. Merci à tous. On a d'ailleurs bientôt, normalement, on devrait avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. On va sur franchir le seuil de 1 million d'abonnés sur YouTube. Et vous regardez aussi mes petites vidéos, par exemple. J'ai vu les scores, je suis assez surpris. Tu peux. Non, mais tu peux parce qu'elles sont bien. Il y en aura une aujourd'hui et ça va être l'essai d'un modèle. Alors, qui n'est pas sur le stand Renault, c'est dommage. Et pourtant, la voiture fête ses 60 ans cette année. C'est la Renault 16, la première voiture à vivre de Renault. C'est la TX, évidemment. Voilà. Alors, moi, j'ai autre chose à vous dire également. Et avec beaucoup d'émotion, et l'ami Jean-Luc est là, et l'ami aussi François, c'est que nous fêtons aujourd'hui les 4 ans de notre émission On parle auto. Donc on va remercier Patrick Roger d'avoir donné cette chance à cette émission. On fête les 4 ans, toute l'équipe de Sud Radio. Patrick est avec nous d'ailleurs. Oui, il est là. Et on va remercier aussi Anthony qui réalise cette émission, Aude qui est au standard. Bonjour. Merci. Et toute l'équipe qui est avec nous ici, qui va permettre de réaliser cette émission. On y va? On perd pas de temps? On y va. Avec une vraie question, la nostalgie fait-elle vendre? Bon anniversaire la nostalgie. Enfin, à toi mon ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. 4 ans, et on les fait pas quand même, on est chouette. Allez, on accueille, on vous l'a déjà annoncé, c'est notre invité Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault pour le monde, for the world. Alors déjà, Fabrice, on est dans sans doute le plus, je vais le dire, moi je peux le dire, mais pas vous, dans le plus beau stand de Rétromobile, un stand magnifique. C'est quoi l'idée de cette voûte céleste au-dessus des véhicules qui sont présentés ici? Et on va demander à nos amis, excusez-moi Fabrice, de filmer, parce que vous êtes en direct aussi sur la page Facebook. On va vous montrer à quoi ressemble ce stand exceptionnel. L'idée finalement, c'est quand même de se retrouver tous ensemble dans un garage. Mais dans un garage revisité, plus moderne. Vous voyez, on allie à la fois des formes anciennes, comme un hall, avec du digital, des informations qui s'affichent comme ça avec des jeux de lumière, et surtout finalement des véhicules qui dialoguent les uns avec les autres. Oui, c'est ça. Moi, je l'avais interprété comme une passerelle entre les modèles du passé et les modèles du présent. Exact, puisque on a une Renault 5 d'époque des années 70 qui discute avec la nouvelle Renault 5 électrique. Une Renault 4 TS des années 60 qui parle avec la future Renault 4 électrique. Et une Renault 17 qui dialogue avec la Renault 17 Resto Mode qu'on avait présentée l'année dernière à Paris. Qui est un concept car il n'y aura pas de Renault 17 pour ceux qui se posent la question. Non, il n'y aura pas de Renault 17 et j'ai bien écouté ce que vous avez dit sur la Renault 16. On est bien sûr très fiers de la Renault 16, des 60 ans de la Renault 16. Mais chez Renault, on a une collection de 800 véhicules donc il faudrait prendre tout Rétromobile presque pour exposer l'ensemble des modèles Renault que vous avez en stock. Oui, c'est ça. On les garde précieusement à flin, mais on veut les sortir à tous les événements. Et franchement, des événements, il y en a beaucoup dans l'année. Et je suis sûr que vous allez voir la Renault 16 rapidement. Ah, mais est-ce que ça veut dire aussi que, là vous l'avez dit, la Renault 17 ne sortira pas. Quels sont les critères qui vous permettent de retravailler une voiture pour la faire ressortir, vu le succès de la R5 par exemple? Est-ce que c'est pas un chemin des possibles ouvert pour l'avenir? Oui, alors le premier point, c'est que c'est pas une règle générale. On s'impose pas de refaire une voiture si on l'avait sortie plusieurs années avant. Je pense que en fait, c'est la capacité à savoir concilier émotion avec modernité. Pour vaincre, je dirais, ou pour briser le plafond de verre de l'électrique, c'était important de démontrer qu'un véhicule électrique pouvait avoir beaucoup d'émotions.
Et quelque part, la Renault 5... C'est rassurant de puiser dans les racines du passé pour justement imposer ce nouveau type de véhicule. Voilà, mais on puise dans les racines du passé, pas forcément par nostalgie, mais dans un souci de se réinventer en permanence. Et d'ailleurs, quand Gilles Vidal avec son équipe, avait créé le design de la Renault 5, il avait passé plusieurs jours à regarder nos véhicules de la collection Aflin. Et ensuite, finalement, il a pris des éléments de design qui ne sont pas que de la Renault 5, mais de la Super 5, de la Turbo. Donc il a su finalement la moderniser et en faire un véhicule qui plaît à toutes les générations. La preuve, quand vous regardez toutes les personnes autour de la Renault 5, il y a beaucoup de jeunes. Je sais que vous allez me dire, le stand est malheureusement, il est assez grand, il fait quoi, 605 mètres carrés, quelque chose comme ça. Oui. Hein, mais il manque 2 modèles qui ont été présentés et qui puisent leur inspiration dans le passé. C'est la Twingo qui arrivera bientôt, que je trouve personnellement, réellement superbe. Et puis il y a les R5 Turbo également. Oui. Alors pourquoi, même dans un petit coin, vous auriez pu les... Oui, mais écoutez, on a fait... L'année prochaine, on prendra le hall complet. Hein. Il faudrait que Renault rachète carrément le parc des expos. Ce sera plus simple, on va gagner du temps. Franchement, on a tellement de choses à raconter sur la Renault 5, la Renault 4, la Twingo et la Turbo 3E. Il faut faire des priorités, il faut faire des choix. Je pense que sur la Twingo, on va revenir très rapidement vers vous. Vous avez vu qu'à Bruxelles, on a montré l'intérieur de la nouvelle Twingo. Qui est très fidèle à ses origines, avec une banquette coulissante, avec de la modularité, avec de la transparence, avec de la visibilité. Donc je pense qu'il faut passer du temps avec chacune des voitures. Et aujourd'hui, c'est bien de se concentrer sur ces deux premières voitures iconiques. Je voudrais qu'on parle vrai, parce que c'est un peu quand même aussi la gimmick de Sud Radio, évidemment. On est quand même dans un univers, et on le sait, une époque où la filière automobile va mal. Concrètement et sans langue de bois, comment allez-vous, Renault, aujourd'hui, parce qu'on entend aussi parler pas mal de choses, et est-ce que la nouvelle Renault 5, la 4L, ce côté un peu revival, va sauver la marque Renault? Est-elle sauvée aujourd'hui? Alors écoutez, comment on va? On va beaucoup mieux. On va beaucoup mieux après une partie du plan Renaulution qui avait été présenté par Luca De Meo au début en 2021. Donc je dirais qu'on est sorti de cette phase de résurrection et en fait maintenant on est en pleine phase de démonstration du retour de Renault sur le produit. On a fait beaucoup de lancements l'année dernière. On a une gamme de produits qui est très équilibrée entre les véhicules hybrides d'un côté et les véhicules électriques de l'autre. Ça permet d'avoir une offre très complémentaire vis-à-vis des attentes des consommateurs qui ont du mal un peu à s'y retrouver dans tous ces changements d'énergie et d'environnement. Donc du coup on se retrouve avec une période de croissance puisque nos ventes ont augmenté en 2024 et en 2023. Et on espère de nouveau avoir une dynamique de croissance sur 2025 grâce à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Vous avez dit véhicule hybride. Alors je vous pose la question parce qu'on me la pose pas tous les jours mais toutes les semaines en me disant la R5 elle est super mais bon c'est dommage elle est que électrique, il n'y aura pas une version hybride. Alors Gilles Le Borgne qu'on avait invité nous avait déjà répondu malheureusement c'est pas possible parce que la plateforme a été étudiée pour un véhicule électrique. Mais on sait qu'une plateforme ça se modifie, il y a des constructeurs qui sont en train de revenir un petit peu en arrière en faisant des plateformes multi-énergie. Est-ce que dans un avenir proche ou lointain, on pourrait avoir la même voiture en hybride? Oui, après, on en revient à faire des choix. En fait, on a fait un choix technologique qui est gagnant pour l'instant, qui était de dire on fait des plateformes spécifiques électriques pour les véhicules électriques, ce qui permet de gagner en termes d'habitabilité, de poids, etc. Et finalement, quand vous regardez ce qui s'est passé en France l'année dernière, le véhicule le plus vendu en France l'année dernière, c'est Clio. Clio, c'est aussi le deuxième véhicule le plus vendu en Europe en 2024. Ça veut dire qu'on propose vraiment 2 alternatives, un choix différent, soit à des consommateurs qui veulent beaucoup d'autonomie, qui sont des gros rouleurs, et à ce moment-là, ils prennent une Clio hybride qui a des consos records en termes d'autonomie et de consommation, ou ils préfèrent un véhicule plus sur l'électrique, et à ce moment-là, ils acceptent la contrainte de la charge électrique, et à ce moment-là, donc ils ont la Renault 5. Donc nous, on aime bien chez Renault cette capacité à donner le choix et à pouvoir choisir entre deux véhicules qui sont très forts. Pour répondre clairement, il n'y aura pas d'R5. On n'a pas prévu pour l'instant d'avoir d'évolution de la R5, et on a vraiment 2 offres sur lesquelles on est très content, qui répondent finalement à des besoins de consommateurs très différents. Les ventes de la R5 e-Tech, ça donne quoi? On a vu en fin d'année que c'était le véhicule électrique le plus vendu. Ça continue?
C'est la même dynamique là en ce début 2025? Oui, c'est le premier véhicule électrique sur Jainvier en France. C'est une très belle dynamique. Ça nous a permis l'année dernière d'avoir une croissance en termes de véhicules électriques de 9% en Europe par rapport à l'année d'avant. Oui, c'est un véhicule qui brise le plafond de verre de l'adoption à l'électrique. Les gens l'aiment parce que c'est une R5 et ensuite la prennent, qu'elle soit électrique ou non. Et il y a quand même quelque chose qu'on doit redonner, en tout cas donner à Renault, sans flagornerie, c'est le côté extrêmement novateur de cette maison depuis tout le temps. Vous avez toujours innové et avec la R5, vous êtes aussi les premiers à présenter ce qu'on appelle la V2J, c'est-à-dire la possibilité future, assez rapidement si on veut installer une borne chez soi, de pouvoir interchanger l'électricité, enfin tout du moins le flux, entre la batterie de sa voiture, sa maison et bientôt entre la batterie de sa voiture et le réseau de la ville, du village. Et ça, c'est une énorme innovation. Exact. Ça permet d'avoir un chargeur bidirectionnel. Donc, vous prenez de l'énergie au réseau quand l'énergie est la moins chère possible. Et vous redonnez de l'énergie au réseau à partir de la batterie au moment où vous pouvez la vendre au prix le plus élevé. Et ça vous permet de faire une économie qu'on a à peu près estimée à la moitié de votre besoin en consommation d'énergie pour la Renault 5. Et vous êtes le premier, parce qu'en France, ça ne se fait pas. Ça commence en Angleterre, un peu aux États-unis. On est vraiment aux Pays-Bas. Il y a quelques pays qui étaient déjà sur le sujet. Et effectivement, ça commence en France. Et je crois juste pour conclure ce sujet que le premier échange bidirectionnel a été fait en janvier avec un des premiers acheteurs, enfin des personnes qui a fait installer les bornes chez elle avec la R5. Donc voilà, c'est historique en fait. Alors moi j'ai une question piège. Ah. Est-ce que vous connaissez l'âge moyen des acheteurs de Renault? Il est au-dessus des 55 ans. D'accord. Ah bah c'est pour ça que je suis pas dedans encore. Ça explique donc que, alors moi qui ai à peine 50 ans... Mais c'est pas que Renault, hein, c'est tous les Renault, c'est d'une manière générale. C'est tous les constructeurs. D'où les pubs qui sont orientés, et c'est vrai qu'on a des musiques qui évoquent la jeunesse de ceux qui ont dépassé les 50 ans, des pubs qui sont, on s'en rend compte, très orientées nostalgie. Donc la nostalgie, quelque part, ça fait vendre quand même. Oui, mais pas que, quand vous regardez... On est sur Sud Radio, hein, vous trompez pas de radio. Alors, je peux vous dire que on a fait une playlist de toutes les pubs, une playlist musicale de toutes les pubs de Renault de 2024. Ça va de Daft Punk à Gilbert Bécaud. Et quelque part, ça plaisait. Moi, j'ai utilisé cette playlist pour les fêtes de fin d'année. Je peux vous dire que ça plaisait à toutes les générations. Bon, alors, j'avoue. C'est très années 80, mais c'est vrai que finalement ça correspond bien. Et même pour la R5 qui est sortie en 72, donc qui elle est une voiture de la décennie d'avant, de toute manière on a toujours aimé les voitures de son enfance, donc il y a une logique. Oui, et puis c'est vraiment retrouvé au travers de Robert Palmer, David Bowie, Gilbert Bécaud, finalement toute l'histoire de Renault, c'est génial. Oui. Alors je vous propose de faire une page de réclame. Hein. On revient avec vous. Et puis on va revenir après pour parler de The Originals. Voilà, avec l'ami François Alain qui est là, qui est d'ailleurs l'ambassadeur officiel. Hein, on en parlera en détail. Vous pouvez rester un petit peu avec nous? Bah avec plaisir, oui, vous restez parce que vous allez répondre à des vraies questions. Bah avec plaisir. Bah écoutez, on vous garde aussi tous les deux. Vous êtes sur Sud Radio en direct du salon Rétromobile. On est accueillis sur le magnifique stand de Renault. Et évidemment, vous n'hésitez pas. Vous êtes extrêmement nombreux à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. On a plein de gens qui nous souhaitent un bon anniversaire pour l'émission, évidemment. Et on partagera aussi vos questions sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Et nous sommes toujours en direct de Rétromobile jusqu'à midi avec l'ami Jean-Luc. Pour ceux qui nous rejoignent, merci d'avoir allumé le poste et d'écouter Sud Radio. Et puis on est en direct de Rétromobile sur l'extraordinaire stand de Renault. On va juste faire un petit mot, Jean-Luc, parce qu'on a eu des... Voilà, ça y est, techniquement, nos techniciens extraordinaires ont mis la vidéo en route. Donc effectivement, il y avait un peu de retard sur la vidéo. Merci à tous ceux qui, sur la page Facebook, parlent, nous donnent des messages, nous félicitent, merci, et profitent de l'émission. Alors Jean-Luc, derrière moi, j'ai une voiture incroyable. Oui, Batman l'a oublié avant-hier. Elle s'appelle la Filante. Elle s'appelle la Filante et en fait c'est l'écho d'un modèle 40 chevaux de record d'avant-guerre qui est de l'autre côté. Fabrice, pourquoi l'idée de ce véhicule? Alors électrique celui-là? Oui, celui-là totalement électrique. L'idée c'était là aussi de montrer au travers d'un dialogue entre les générations finalement le fait que dans l'automobile il faut qu'on batte des records en permanence. Et dans les années 20, les records, c'était plutôt d'avoir la vitesse maximum sur une longue distance. Ça montrait à la fois que le véhicule était fiable et puissant. C'était le cas de la 40 chevaux. Aujourd'hui, l'angle de ces records a changé.
On avait déjà fait d'ailleurs dans les années 80 des tentatives de record en termes de consommation d'essence, notamment avec la Vesta qui avait un look, regardez là, totalement à part dans la gamme. Oui, on va dire à part pour rester poli parce qu'elle n'était pas très jolie. Hein. Oui, mais c'était un véhicule qui consommait moins de 3 litres au 100. Ah oui. Donc c'était. Alors celle-là, elle a de la gueule, c'est ça la différence. Alors celle-là, c'est effectivement une sorte de Batmobile en ultraviolet. Avec beaucoup de look, mais un look qui est aussi fait pour avoir l'autonomie, finalement, une autonomie record en termes d'électrique. On n'a pas le sentiment qu'elle est très très aérodynamique pourtant. On n'a pas le sentiment qu'elle est très très aérodynamique cette voiture pourtant là. Alors, on est en train justement de faire les tests en soufflerie et on vise des CX. Qui sont des CX records. Mais je pense qu'au-delà de l'aérodynamique, ce qui est intéressant avec ce véhicule, c'est que jusqu'à présent, on a travaillé dans l'électrique, l'autonomie au travers de la chimie des batteries ou de la taille des batteries. Et en fait, ce qui est important, c'est que pour gagner en autonomie, il faut aussi travailler tout ce qu'il y a autour de la batterie. Donc inverser un peu la manière de déclencher l'innovation, de faire travailler nos ingénieurs. Et ça se passe sur les pneumatiques, ça se passe sur le poids, ça se passe sur les matériaux utilisés et ça se passe sur l'aérodynamique. Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est Fabrice Cambolive qui est avec nous au micro. On va accueillir bien sûr François Alain. Fabrice, directeur général de la marque Renault Monde. Voilà, on prend tout le monde, j'ai bien compris. Exactement. Donc là on parlait du futur. Alors le futur, le passé, on a compris que Renault avait renoué avec son passé et relié les deux. Et vous avez annoncé sur le salon Rétromobile que certains garages seraient labellisés, alors on va dire voiture ancienne pour faire simple, parce que tout le monde n'est pas capable de dire The Originals. D'ailleurs on va demander à François Alain qui est le parrain, un des parrains de cet événement. Comment ça se dit alors? Alors moi qui parle très très bien anglais comme une vache espagnole, c'est The Originals Renault. Ah oui, voilà. Donc des garages qui vont être labellisés pour réparer et restaurer enfin les voitures anciennes de la marque, parce que les constructeurs allemands le font pour certains depuis pas loin de 100 ans. Hein. Et est-ce que ça veut dire, Fabrice, que depuis que vous avez relancé la R5 et vous avez relancé ces voitures Renault, vous avez plein de gens qui ont des voitures de collection Renault, qui les ressortent et qui ont envie de les, de les retravailler, de les rénover, de les chouchouter? Bien sûr, on a une communauté. Et finalement, The Originals ou finalement les collectionneurs. On essayait d'avoir à tout prix des gens passionnés et on a retrouvé dans le réseau des gens qui étaient aussi passionnés et ça nous semblait intéressant de mettre en contact finalement ces experts avec des spécialistes comme François, mais mettre ces experts au profit, je dirais, et au bénéfice et au contact de nos clients et de nos collectionneurs. François, comment on va les identifier, les garages qui font de la Renault ancienne? En fait, je pense que moi d'abord, je souligne l'initiative, parce qu'évidemment, moi qui suis fan des voitures anciennes, par définition, on trouve... à partir du moment où on est passionné de voitures anciennes, c'est forcément très bien que les constructeurs s'investissent. Il faut quand même souligner qu'il y a beaucoup de constructeurs, même encore aujourd'hui, qui n'ont pas forcément encore compris l'intérêt de puiser dans l'image de marque que crée le passé. Renault, ça y est, il y a déjà depuis un petit moment. Et moi, je souligne la chose parce que on a la chance, notamment dans les marques françaises, d'avoir quand même des histoires fortes, des histoires puissantes. On a inventé l'automobile en France. C'est ce que j'allais dire, des histoires anciennes, parce que je ne me lasse pas de le dire, c'est quand même nous qui avons inventé l'automobile. Je suis désolé pour nos voisins d'outre-Rhin, mais historiquement, c'est nous. Et donc, c'est bien, parce qu'on a quand même des marques, évidemment, donc, comme dans toutes les histoires industrielles qui ont disparu, des marques qui ont été absorbées, des marques qui vont peut-être ressortir bientôt, mais les marques principales, dont Renault. Renault, c'est une marque populaire par excellence depuis la Seconde Guerre mondiale. La sortie de la 4 chevaux fait partie des voitures, elle n'est pas la seule bien sûr, mais elle fait partie des voitures qui ont remotorisé la France et qui ont permis au peuple, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, d'accéder à la voiture. Donc c'est ça aussi que les gens oublient parfois quand j'entends un discours qui moi me surprend un peu aujourd'hui, dans le discours anti-bagnole, c'est que les gens oublient que la voiture, notamment après la Seconde Guerre mondiale, a permis le désenclavement, l'accès à la culture, l'accès au voyage, l'accès au partage. Donc la voiture populaire, et Renault en est vraiment une illustration, ça a été très important dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire des gens qui ont pu découvrir, voyager, innover. Et ça, c'est très important parce que chez Renault, il y a évidemment une histoire qui est très longue, avec des voitures formidables, notamment avant-guerre, à l'époque de ce qu'on appelle l'âge d'or de l'automobile. Il y a toute une phase populaire après, et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, si Renault, évidemment, cultive avec talent la R5, qui effectivement, quand on voit une R5 dans la rue, aujourd'hui, on se dit mais quelle bonne idée!
on va pas se mentir, comme ça a été le cas pour la Fiat 500 il y a quelques années. La Fiat 500 qui a sauvé Fiat. Donc voilà. Et il y a un certain Luca Di Meo aussi. Nostalgie, la nostalgie fait vendre. Évidemment, bien évidemment. Donc il y a une logique, il y a une évidence à ça. Alors concrètement, qu'est-ce que on va y trouver dans ces garages labellisés? Alors, on va y trouver des mécaniciens qui sont spécialisés dans les voitures anciennes. En fait, on va y trouver les pièces détachées. Il y a beaucoup de points de vente, de garages, de concessions qui possèdent en leur sein des gens passionnés par la marque. Ils ne sont pas là par hasard, ils sont là parce que c'est souvent une histoire filiale. Mon grand-père travaillait chez Renault, mon oncle travaillait chez Renault ou dans une autre marque, mais était lié à l'automobile. Et donc il y a un attachement réel à une marque ou en tout cas au principe de l'automobile en général. Et on s'aperçoit que des voitures comme la R5 effectivement ou la 4L, c'est des très bons exemples. Pratiquement toutes les familles en France ont eu ce type de voiture à l'époque. D'ailleurs, juste pour aller dans ton sens, on a beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio et on vous remercie, vous continuez. Nathalie qui dit ma 4L c'était ma première voiture. Stéphane qui dit moi c'était une R5 GTL. Enfin voilà, c'est vraiment une marque populaire, donc ça a du sens. Ouais, non mais c'est évident. Donc il y a c'est pareil pour 2 chevaux, pardon, excusez-moi. Enfin voilà. Non mais évidemment, les grandes voitures populaires ont marqué les gens. Donc la 206 de Peugeot. Fabrice, est-ce que Renault, je parle de la marque là pour le coup, pourrait relancer la fabrication de certaines pièces qui pourraient manquer pour restaurer le parc ancien? Oui, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'on met des points physiques avec des passionnés, des experts, mais on double ça avec un site internet qui sera une bourse d'échange aussi pour les pièces, qui va relayer les manuels techniques, qui va permettre un dialogue avec les clients. Donc en fonction des demandes qu'on aura, effectivement, on peut essayer de reprendre certaines séries de pièces si nécessaire. Sur ce site, vous avez aussi, parce que François ne va pas le dire, mais vous avez aussi beaucoup de tutoriels qui vous permettent justement de savoir réparer votre véhicule ancien. Donc on crée le lien à la fois d'une manière physique, mais aussi d'une manière digitale. Ça c'est top, parce qu'on dit souvent on pouvait changer les ampoules des voitures de l'époque. Aujourd'hui, ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, la réglementation impose de pouvoir changer rapidement les ampoules. Ça, sur les nouveaux on est revenu. Mais c'est vrai qu'il y a eu une phase, alors principalement chez Renault, on va pas. Oui, quand même. On va pas tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai sur certaines générations de Scénic. Sur les Scénic, il y a quelques années, c'était compliqué. Démonter tout l'avant de la voiture pour changer une ampoule. C'était un petit peu compliqué. Il y a une nouvelle, parce que vous savez qu'à côté de ça, moi je suis fan des garagistes, je travaille beaucoup avec les dépanneurs, je travaille beaucoup avec Équipe Auto, un autre salon professionnel de l'aftermarket. Et nous adorons tous les deux, et nous y serons d'ailleurs avant la fin de la saison, une école que j'ai eu la chance d'aller interviewer qui s'appelle le Garac. Et ça fait partie des nouvelles, des nouveaux modules, on dit ça comme ça, de cours pour apprendre aux mécaniciens à retravailler les anciennes. Aux jeunes qui arrivent dans le métier, ils vont avoir tout un cursus spécial, et tu le connais bien aussi, cette école. Donc je voulais saluer le Garac à Argenteuil. Ce cursus-là, en fait, il est extra parce que il y a eu une vraie pénurie dans les garages ces dernières années d'envie et de volonté de la part des jeunes de venir y travailler. Ensuite, il y a eu la recréation, entre guillemets, il y a pas si longtemps, il y a 7-8 ans, de diplômes professionnels homologués, en fait des diplômes d'État, sur la carrosserie et la mécanique en voiture ancienne. Et là, c'est vrai qu'il y a un retour là-dessus, et il y a plein de jeunes, et on en voit ici à Rétromobile dans toutes les allées. Filles et garçons. Alors pour l'instant, on n'est pas à la parité, évidemment, mais bon. Non, mais il y a déjà une vraie évolution, et donc ils se passionnent pour ça. Et ça, c'est formidable parce que c'est justement des jeunes qui feront partie des réseaux type Renault, où on va évidemment accueillir les gens en disant voilà, nous on vend de la Renault moderne, mais on est aussi intéressé par l'histoire de la marque. Alors tiens, on va parler d'une Renault moderne, on va parler de la RC et l'essai de la semaine. Juste avant, question Facebook, donc j'ai partagé, on nous demande, c'est pour quand ces ateliers? C'est Stéphane, le troisième co-animateur de restauration, les fameux The Originals. Ça a commencé, hein. Alors on a déjà 8 garages ouverts, on en aura 25 d'ici la fin de l'année, donc on est dans le process de sélection des meilleurs garages en fait. On cherche vraiment de la proximité et ensuite on doublera ça donc avec un site qui lui est déjà ouvert. Et on m'a posé la question, ça sera la dernière, pourquoi un nom anglais pour une marque bien française? Oui, parce qu'en fait, c'est un nom qu'on utilisait aussi pour toutes nos miniatures finalement historiques. Mais écoutez, on n'est pas sectaire. Pour ceux qui veulent appeler ça les collectionneurs, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup à vous d'être venu nous voir. Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault. Merci à vous. Partout dans le monde. Et merci de soutenir l'automobile. Nous, on n'arrêtera jamais. Il faut. De toute façon, c'est notre vie. Voilà, nous, on roule sur des vrais pneus. Ça se voit. Voilà. Merci à vous. François Alain, j'ai une bonne nouvelle. Oui, ou une mauvaise. Ça dépend, vous restez avec nous. Ah mince. Quant à vous, on vous souhaite évidemment de nous rejoindre. N'hésitez pas à continuer de réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. Dans quelques instants, l'ami Jean-Luc va reprendre sa véritable casquette par rapport à son âge et va essayer la Renault 16 de l'époque. La première voiture à vivre. Et toujours avec vous en direct sur le salon Rétromobile, sur le stand Renault absolument magnifique. Alors évidemment, c'est une émission spéciale Rétromobile, on va continuer d'en parler. Mais juste maintenant, je sais que l'ami Jean-Luc a vraiment hâte de prendre le volant d'une voiture rétro, mobile. Et vous pouvez suivre, si tout marche, l'essentiel, en tout cas, un résumé vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. Et l'essai complet sur la chaîne YouTube, puisque vous êtes 1 million d'abonnés. Ouais. Donc normalement, il devrait y avoir du monde qui regarde. Cette semaine, on retourne 60 ans en arrière. Alors pas à la clinique d'ici les Moulineaux où naît le petit François Alain. Mais t'as pas 60 ans, au François. salon. Quel jaloux cet ami Jean-Luc. Au salon de Genève 1965 où Renault présente sa première voiture à vivre. D'ailleurs, Jean-Luc s'en souvient bien, c'est l'année où il a passé son permis. Et la vidéo est sur la page Facebook de Sud Radio. Un modèle qui a d'ailleurs été élu, voiture de l'année 1966. C'est un beau parallèle avec la R5 E-Tech actuelle. Alors c'est 3/4 arrière qu'on mesure plus l'originalité de la ligne de cette voiture avec sa 5e porte. Il y avait une 5e porte sur la 4L et là c'est sur la première fois sur une berline qu'on a une 5e porte. C'est un dessin. Et pourtant, mon cher Jean-Luc, il s'en est fallu de peu parce qu'il y a l'Auto Bianchi Primula, voiture moins connue évidemment en France, qui est sortie, on parle en semaine, il y a quelques semaines de décalage, et l'Auto Bianchi Primula présentait aussi le principe du haillon. Mais il faut dire que Renault a chopé un petit peu avant. la notoriété. Alors, dessin de Gaston Juchet, Philippe Charbonneau, qui va inspirer d'ailleurs des générations de berlines qui suivent. Notons aussi que la R16 était considérée à l'époque comme une grande voiture et pourtant elle ne mesure que 4,26 m de long. Notre modèle d'essai, c'est le haut de gamme qui est sorti une dizaine d'années après, c'est la R16 TX. On la distingue avec une calandre à 4 phares à iode, des chromes qui sont présents un peu partout, un très étonnant béquet qui est à l'arrière du toit et qui permet selon Renault de gagner quelques km/h de plus. Et puis vous l'avez compris, la principale révolution de la R16, c'est bien entendu sa 5e porte. Une première à ce niveau de gamme, ça permet d'accéder à un coffre qui est plutôt grand, 346 décimètres cubes, qui offre une certaine modularité en remontant le dossier de la banquette arrière en l'accrochant sur les ceintures. C'est très compliqué à faire, mais on peut transporter des objets longs comme le cercueil de Mémé par exemple. La vocation familiale s'affirme aux places arrière avec une banquette qui est... Alors quand je dis confortable, en fait aujourd'hui il faudrait que je dise quoi? Qu'on s'enfonce jusqu'aux oreilles quand on se met dans la banquette. C'est vraiment extrêmement moelleux. Il y a même un accoudoir escamotable au milieu. Mais ça dépend de votre taille. Et puis la présentation intérieure, bien que datée, étonne par la qualité des matériaux. Ça n'a rien de luxueux, mais les plastiques sont bien plus costauds que ceux des Renault des années 80 et 90. Je trouve aussi moi que la planche de bord de ce modèle TX est particulièrement réussie. On a 5 compteurs, ça fait un peu esprit Gordini et c'est vrai que c'est très sympathique. Alors l'équipement des R16 TX, c'était le luxe absolu à l'époque parce que on avait des vitres à commande électrique à l'avant, c'était une première pour une voiture française. Absolument. Une condamnation électromagnétique centralisée des portes, des ceintures de sécurité à enrouleur. La boîte de vitesse était équipée d'une boîte à 5 rapports avec les vitesses au volant. Ça permet de dégager l'espace entre les sièges avant, ce qu'on redécouvre aujourd'hui. Absolument. On pouvait passer d'un côté à l'autre. Et puis quand je vous disais, on s'enfonce vraiment jusqu'aux oreilles quand on s'assoit dans les sièges. C'est d'un moelleux absolument exceptionnel. Sous le capot, petite surprise, quand on soulève le capot, on se dit tiens, il y a une roue de secours, il est où le moteur? En fait, il est très reculé dans la voiture. C'est un 4 cylindres tout aluminium qui est placé longitudinalement avec, comme sur la 4L, la boîte qui est en avant du moteur. C'est une traction, c'était plus simple de la sortie de boîte d'être directement sur les roues. On a 1647 centimètres cubes, un carburateur double corps et la puissance exceptionnelle de 93 chevaux. Mais 93 chevaux à l'époque, c'était non, surtout que la voiture est pas lourde, elle fait 1100 kilos. Bien sûr. Alors moi, j'avais jamais, je vais vous le dire, j'avais jamais roulé avec une R16. Je suis très habitué à rouler avec des anciennes.
Et alors, premier truc, j'ai trouvé que compte tenu de la taille de l'auto et de la taille des pneus, la direction était un peu lourde. Voilà, c'est le seul reproche que je pourrais faire à la voiture. En revanche, les vitesses, elles passent vraiment du bout des doigts. C'est facile comme tout. Et puis, malgré des suspensions qui, alors là en l'occurrence, ont 50 ans, vous passez les ralentisseurs sans perdre vos plombages et sans avoir mal dans le dos. C'est une voiture qui pourrait être conçue aujourd'hui pour passer les ralentisseurs. On a un confort de roulement. Alors on va parler d'une autre voiture après, François, qui offrait un confort encore supérieur, c'était la DS, mais déjà la R16, franchement, c'était pas mal. On a aussi un moteur qui est assez dynamique, qui n'est pas extrêmement puissant, qui n'a pas un couple démentiel, mais il suffit pour doubler de rétrograder, et on a des accélérations qui sont très correctes, ça fait 0 à 100 en 12 secondes, et la vitesse maxi, attention, accrochez-vous, c'est 170 km/h, et à l'époque c'était quand même énorme, assez rare. Ouais, je vous rappelle que sur les... Alors là, on arrivait dans les premières limitations de vitesse, mais quand la R16 est sortie... Pays béni, il n'y avait pas de limitation de vitesse. C'est arrivé pas bien longtemps après, mais même sur les autoroutes. Et puis il n'y avait pas non plus de ceinture de sécurité obligatoire, etc. Donc il y avait quand même, c'était pas non plus la grande période de la sécurité routière. Alors cette R16 TX, c'est vraiment une machine à véler les kilomètres. Malheureusement, pour en trouver une en bon état, c'est pas simple, parce que la rouille a fait son office sur cette voiture-là. Comme toutes les voitures. Comme beaucoup, parce qu'à l'époque, les constructeurs, la totalité des constructeurs n'étaient pas très enclins à s'occuper de l'anti-corrosion, parce qu'on pensait qu'une voiture c'était un produit consommable et qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des fous furieux comme nous qui 50 ans après voudraient les collectionner. C'est un peu ça le problème à cette époque-là. Alors, on peut retrouver une belle, je parle d'une TX pour environ 10 000 €, mais comme on a un expert avec nous juste après, on va lui demander si je suis dans les choux au niveau de mon estimation. Alors c'est comme je vous disais, le plus délicat, c'est pas le prix, parce que c'est pas monstrueux, 10 000 €, c'est d'arriver à en trouver une en bon état. C'est pas un mauvais investissement, parce que c'est une voiture très sympa à conduire. Je pense qu'on va la redécouvrir à l'occasion de ce 60e anniversaire. La TX, c'est bien évidemment le très haut de gamme. On parlera pas de toutes les versions qu'il y a eu avant, mais la R16 a marqué l'histoire de Renault. C'est, comme je disais, la première voiture à vivre. Alors, ils n'avaient pas l'ESP à l'époque. Non, mais c'est vrai que c'est arrivé un peu plus tard. Le côté, alors, les premières ont un petit côté un petit peu désuet, mais c'est ça aussi qui fait le charme. Notamment les feux arrière. Enfin, c'est une voiture qui a été restylée bien évidemment en cours de carrière. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, ça marque vraiment une époque. C'est la première voiture modulable entre guillemets. Et ensuite, quand on voit la Twingo bien plus tard, le côté banquette qui se recule, etc. Enfin, il y a eu toujours plein de petites idées de sympas chez Renault sur ce genre de détails. Et moi, je vais demander à tous ceux qui nous écoutent s'ils ont eu une R16 dans leur vie, quand ils étaient enfants, quand les parents, etc. Moi, je sais que mes parents en avaient une, elle était verte. Et le jour où ils l'ont cassée, j'ai pleuré. C'était bon. Donc, et vous qui nous écoutez, dites-nous sur Facebook si vous aussi vous avez eu une R16. On y va ? Exactement, à parler d'expertise auto si vous restez avec nous. Mais attention, on fait une pause. On commence l'expertise auto et ensuite, avec l'ami François, je crois qu'on va parler d'un anniversaire aussi. À tout de suite sur Sud Radio. On parle auto avec vous du stand Renault qui est sur le magnifique salon Rétromobile. N'hésitez pas, celui-ci ne va fermer ses portes que demain soir. C'est un salon exceptionnel où se mêle l'histoire et la réalité d'aujourd'hui avec des gens passionnés. Et c'est également ce que nous avons ici autour de la table. Jean-Luc, on accueille maintenant une expertise à distance pour les voitures de collection. Alors, il n'y a pas que de l'expertise à distance, on va parler de plusieurs choses. On est avec nous Michael Mendes, responsable développement de Classic Expert. Alors Classic Expert, les gens qui sont dans le milieu de la voiture ancienne connaissent. En 2 mots, c'est quoi ? Classic Expert, c'est une société d'expertise qui est basée sur toute la France. On se base sur 150 experts passionnés, donc disposés de partout, et on réalise et plus spécialisé dans les voitures anciennes. C'est notre activité principale, c'est les expertises de véhicules de collection. Ça peut être pour une souscription d'assurance, ça peut être aussi en assistance avant un achat ou une vente. Vous vous déplacez pour aller voir le véhicule. Exactement, avant la négociation, on fait l'examen complet, l'essai, on contrôle le véhicule sur pont, comme si on était acheteur potentiel en fait, et on rend un compte rendu. Un débriefing à chaud et on fait un rapport d'expertise sous 7 jours maximum. Alors il y a 2 nouveautés, enfin il y en a 3 mais on va parler de 2 qui ont été présentées sur cette édition de Rétromobile. La première c'est la visio-expertise. Alors il y a des gens, c'est vrai que si je vous demande d'expertiser ma voiture qui est à Biarritz et que l'expert en question, spécialiste, il est à Lille, ça va être un petit peu compliqué. Donc vous avez mis au point ce système de visio-expertise. Ça se passe comment et quels sont les avantages et les inconvénients du système d'ailleurs ? Avec le téléphone portable ?
Alors la visio-expertise, effectivement, ça s'est fait avec les téléphones portables, mais c'est vraiment réservé quand même à on va dire une situation particulière. Nous, pour l'instant, on le conserve sur des renouvellements d'expertise, c'est-à-dire pas une première expertise. Quand notre expert l'a déjà vu, l'a identifié, a fait une expertise complète et que le client a besoin d'un renouvellement de rapport d'expertise au bout de 2 ans, on peut lui éviter d'avoir un expert qui se déplace, etc. Alors renouvellement au bout de 2 ans pour les assurances, évidemment. Voilà, pour les assurances. Alors des cas particuliers, avec Accor, on a un contrat avec AXA Porsche Classique, effectivement, où on fait de l'expertise à distance avant souscription. Mais c'est vraiment des conditions particulières. Donc ça se passe, en gros, on fixe un rendez-vous, une conférence avec le propriétaire en visio. On prend la main quelque part sur son téléphone. Au préalablement, on a reçu déjà un dossier quand même complet avec des photos. On a notre historique aussi. Et la conférence se passe avec le propriétaire. Il y a quand même un moment d'échange qui est quand même important vis-à-vis du propriétaire qui lui... Voilà, il aime bien quand même avoir sa voiture. Hein, voilà, et puis il aime bien avoir l'expert aussi. Donc il a quelque part cette conférence avec l'expert. Et après, on prend la main sur son téléphone et voilà, on lui demande des photos complémentaires, on lui demande de mettre en route le moteur, etc. Pour avoir quand même une certitude sur ce qui a été fait depuis le dernier examen. L'intérêt, c'est que ça peut se faire facilement, ça peut se faire à distance de loin et c'est évidemment moins onéreux qu'une expertise classique. Oui, c'est un peu moins cher. On est autour des 130 € pour une expertise à distance, en visio-expertise. Tous les types de véhicules peuvent être, à la condition, on l'a compris, qu'il y ait une expertise préalable qui a été faite in situ, mais autrement, tous les véhicules peuvent être expertisés de cette façon-là. Oui, en dessous de 100 000 € quand même. D'accord. Au-dessus de 100 000 €, il faut se déplacer fatalement. Ah bah oui, quand même. Ouais, j'imagine. Donc, ça vous est arrivé d'avoir des véhicules aussi capés comme ça? Oui, bien sûr. La Ferrari 250 LM qui s'est vendue 31 millions d'euros cette semaine. Donc ça, non, on fait pas une expertise à distance. Non, mais c'est parce que Jean-Luc n'ose pas dire qu'en fait c'est lui qui l'a acheté. C'est moi qui l'ai acheté. Voilà. Est-ce que c'est une 304 que tu as, toi? Moi j'en ai plusieurs. Là ça va. Je n'ai que des voitures en dessous de 100 000, moi je te mets à l'aise. Alors tiens, ça tombe bien qu'on ait parlé de cette voiture à 31 millions d'euros qui s'est vendue cette semaine. Là on a intérêt à avoir un rapport d'expertise très fiable et non falsifié parce que c'était un vrai problème. Il y a des petits malins qui arrivaient à modifier les rapports d'expertise pour, en général, augmenter la valeur du véhicule ou supprimer quelques défauts gênants. Vous avez mis au point, c'est une des nouveautés aussi de Classic Expert, le rapport infalsifiable. Ça fonctionne comment ? Le rapport infalsifiable, on a travaillé avec la société Axis, effectivement, qui est un consultant spécialisé dans les nouvelles technologies. Et notamment suite à des problèmes. Alors c'est quand même assez nouveau parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas ce souci, mais on a eu des soucis de rapport modifiés. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et on a utilisé un produit qu'on retrouve dans les œuvres d'art, dans le médical. Enfin, il y a déjà pas mal de secteurs qui l'utilisent et c'est avec la technologie donc NFT et la blockchain. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros quand donc on va sortir un rapport d'expertise, il va avoir comme un certificat d'authenticité. Donc c'est-à-dire quand on aura un rapport d'expertise entre les mains, à tout moment on peut vérifier que c'est le rapport d'expertise original en fait. Avec le propriétaire devra envoyer un code et le consultant pourra regarder si ce rapport-là n'a pas été modifié en fait. Écoutez, parfait, merci beaucoup. Et ça c'est nouveau quand même dans l'expertise, on est les seuls à le faire pour l'instant. Il y a beaucoup de demandes d'expertise? Oui, il y a beaucoup de demandes d'expertise. Après, on se dit que le marché se tasse, etc. Mais de notre côté, on constate qu'il n'y a pas de tassement dans les demandes. Il y a eu un léger creux en fait, mais là il me semble que ça repart. D'ailleurs, on parlera, si on a le temps avant la fin de l'émission, des résultats des ventes aux enchères. Mais c'est vrai que les voitures se sont bien vendues et elles se sont vendues à des bons prix. Merci Michael Mendes. Ce qui est important, c'est juste de rappeler que l'expertise est un élément important et utile quand on veut se faire assurer. Contre le vol, oui, bien sûr. Bien évidemment. C'est très important, sinon ça ne marche pas. Michael, le mot de la fin? Si je peux rajouter aussi qu'avec ce rapport justement et technologie NFT, on a créé aussi une web app qui permet de loger effectivement ce rapport d'expertise pour le collectionneur, avec plus de services aussi, qui lui permet de gérer tous les documents, qui s'appelle Ma Boîte à Gants. Ok. Et ça lui permet de gérer tous les documents nécessaires. Et où est-ce que on l'a aujourd'hui? Maboîteagants.fr. Voilà, maboîteagants.fr, ça c'est le côté pratico-pratique. C'est une boîte à gants virtuelle. Oui, non, mais j'ai bien compris. Digital. La blockchain, monsieur, tu veux que je t'apprenne les NFT, tu veux que je t'apprenne? On va en parler.
tout est dit. Allez, tout de suite, on fait une petite virgule, comme ça vous savez où vous êtes, et on parle d'un autre anniversaire. Ouais, mais on l'accueille plus parce qu'il est là depuis le début de l'aventure. 4 ans pour l'émission On parle auto sur Sud Radio. Eh oui. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec Vintage Mécanique, mais vous le savez, vous le connaissez, François Alain, qui est vraiment le grand copain. De toute façon, tous les deux, vous êtes nés ensemble, Jean-Luc et François. Depuis 70 ans, comme la DS, non? Oui, à peu près. On s'est connus dans les salons du Marquis de Dubouton en 1903. Allez, on fête non, il y a un anniversaire. Alors, 70 ans de la DS, c'est un des événements d'ailleurs de salon rétromobile avec un stand qui est superbe, avec des lustres magnifiques. Oui, Mathieu Lustrerie, une mise en scène qui est formidable pour une voiture qui est non moins formidable. Ça a été un coup de tonnerre quand elle a été présentée au Salon de Paris 1955. C'est ça, moi, tu t'en souviens, 1955. Oui, j'étais là, j'étais juste devant. On me voit sur les photos des Ce qui est extraordinaire, c'est quand en fait on a du mal à imaginer qu'en 55, quand cette voiture sort au Salon de Paris, où évidemment on a des voitures assez classiques. Il y a la 404. Pas encore. La 403. C'est l'année. Elle sort la même année que la 403, qui est une voiture à l'italienne classique, 3 volumes, très jolie, mais très classique. Et on se retrouve avec d'un côté la Frégate chez Renault, effectivement. On est encore sur les Simca Versailles chez Simca. Et la DS, mais c'est une soucoupe volante, quoi. C'est un engin extraterrestre qui déboule au salon et qui, comme souvent, surprend parce qu'en fait, il est dessiné par Fabio Bertoni, qui était ce qu'on dirait aujourd'hui le patron du design. À l'époque, on appelait ça un styliste. Mais surtout, cette voiture ne ressemblait à rien de ce qui avait été fait avant. Et à mon avis, ne ressemble à rien à ce qui a été fait après. Il n'y a jamais eu effectivement de copie de la DS. Voilà. C'est un des rares véhicules qui a eu du succès, qui n'a pas été copié. Alors elle était exceptionnelle au niveau esthétique, mais pas que. Il y avait l'esthétique extérieure. L'intérieur, c'était le vaisseau de Dark Vador. C'était la guerre des étoiles. Et surtout la technologie. On a répondu quand même à une question qu'on s'est posée il y a 15 jours. D'où vient le nom DS? Ça y est, t'as trouvé? Ça y est. C'est pas qu'à cause du moteur. En fait, le projet s'appelait. C'était déjà né. Le projet s'appelait VGD, véhicule de grande diffusion. On a décidé de garder le D parce que déjà le moteur était un moteur type D. Voilà, c'était le type du moteur. Emprunté à la traction, un peu modernisé. Et puis, c'est juste, ils cherchaient un nom poétique pour la voiture. Donc ils avaient cherché plein d'autres noms. Et puis quelqu'un a dit, mais attendez, si on rajoute un S derrière le D, ça fait DS et ça c'est poétique. Et c'est comme ça qu'est né le nom de DS. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Alors, parlons un peu des avancées technologiques de l'époque. La technologie principale sur cette voiture, c'est évidemment la suspension hydropneumatique. Une révolution pour l'époque. En fait, elle avait été testée sur les dernières tractions 15. En 1954, sur la partie arrière, on avait testé cette suspension magique qui ensuite évidemment sur la DS de série va être sur l'ensemble de la voiture. Mais toute la technologie, c'est à la fois une suspension qui est extraordinaire, et quand on roule aujourd'hui avec une DS en 2025, on est toujours dans, je pense, la voiture la plus confortable de l'histoire de l'automobile mondiale. Y compris celle d'aujourd'hui. Et je pèse mes mots, y compris celle d'aujourd'hui. Il faut prendre vraiment des voitures très très haut de gamme avec des suspensions pneumatiques pour avoir le même effet. Absolument. Il n'y a pas que la suspension, il y a la direction qui est assistée aussi de façon hydraulique. Il y a la boîte de vitesse sur les premiers modèles qui est une boîte semi-automatique, on n'a plus de pédale d'embrayage. Exact. Et il y a surtout les freins qui vont permettre à toute une génération de se casser le nez sur le pare-brise, parce qu'on a juste un petit champignon et à peine on effleurait ce champignon, on se retrouvait le nez dans le pare-brise. Et frein à disque à l'avant. À l'avant. Et avec le volant en monobranche, heureusement, ça évitait de se casser les côtes dessus. Cette voiture, vous verrez sur le stand, en fait, pour illustrer le confort de la voiture et la suspension hydropneumatique, il y a un publicitaire qui a eu cette idée géniale de mettre la voiture au milieu d'un lac et de mettre des ballons sous les roues pour évoquer le côté justement air et eau. Et cette voiture, on parlait du Garac tout à l'heure, il y a une copie, je sais pas comment on peut le dire. Elle a été réalisée par les élèves du Garac. École à Argenteuil. Elle est au centre de l'exposition DS ici à Rétromobile jusqu'à demain soir. Et c'est d'abord une réalisation vraiment chouette que les élèves ont fait avec leurs professeurs. Et c'est de faire renaître ce véhicule qui n'a été vu évidemment que par les gens aujourd'hui
d'un certain âge. Mais c'est génial, ça illustre complètement l'esprit de cette voiture. Et qui est surtout l'effigie de Rétromobile de cette année. Voilà, c'est l'affiche de Rétromobile. Et ceux qui veulent en savoir plus sur la DS, il y a quelqu'un qu'on connaît, je crois que c'est François Alain, il s'appelle comme ça, qui fait le tour auto avec une DS. Oui, exact. Moi, je vais faire le tour auto 2025 avec une DS, parce que pour moi, c'est une voiture absolument emblématique. Il fallait souligner tout autant que vous, François Alain, vous êtes aussi emblématique. On vous garde si vous avez envie, vous restez avec nous. Je sais que vous êtes. A du boulot après. Ah mince, on vous retrouve où là? Je vais rester un petit peu. Ouais, parce qu'il ne peut plus se passer à la FFVE, et on fait une conférence justement sur les métiers d'art dans l'automobile ancienne. Et donc ça, c'est dans un quart d'heure dans le hall numéro 2. C'est fini, monsieur François Alain. Il faut rentrer chez vous maintenant. Allez, on fait une pause pour le retour de l'info de 11h sur Sud Radio. Et restez avec nous parce que cette émission spéciale de Rétromobile n'est pas terminée en direct du stand de Renault. On parle auto avec vous. Et merci à tous d'être avec nous aussi sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Je voulais déjà vous remercier tous, puisque nous avons la chance évidemment de fêter les 4 ans d'émission, mais surtout de battre des records d'audience, l'ami Jean-Luc, en digital, où on a plus de 41,5 millions d'écoutes digitales de nos émissions, soit en replay, soit en écoute directe sur Internet, et ça fait chaud au cœur. Oui, et puis bientôt 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Ouais, exactement. Pour aller voir les replays en vidéo, voilà, comme ça vous verrez nos invités mettre leur doigt dans le nez, c'est vachement sympa. Et là, en ce moment, aujourd'hui en tout cas, un petit cocorico aussi pour cette émission sur la page Facebook. Vous êtes déjà plus de 500 à nous regarder en direct, puisque vous savez que la radio maintenant se regarde en direct. Alors, oui, tu as raison Anthony qui réalise cette émission. Ouais, on est vraiment ravis. La deuxième heure, on va parler pneus, on va parler collection évidemment. On va parler d'un carburant qui fait baisser la pollution des voitures anciennes. Donc ça je pense que ça va intéresser tout le monde. On parlera de Restom, c'est une marque qui est incontournable pour ceux qui ont décidé de restaurer leur véhicule ancien. On parlera de ce qui nous attend dans l'année. Vous savez qu'une année sur deux, il y a le Mans Classique. Donc on va voir quel sera le programme du Mans Classique. Et puis on terminera en fait cette heure avec le directeur du salon pour faire un premier bilan. Mais je peux d'ores et déjà vous dire, vu le monde qu'il y a, et moi j'ai passé toute la semaine sur le salon, c'est absolument dingue. Je pense qu'on va battre des records encore cette année, ce que nous confirmera Romain Grabowski qui sera avec nous tout à l'heure, le directeur du salon de Rétro. Moi je tiens à saluer, alors attention, on va y aller comme ça, Stéphane, Alain, Joe, Aouche, nous avons Guillaume, nous avons Nathalie, nous avons Jean, nous avons une multitude de personnes qui sont avec nous sur Sud Radio, sur la page Facebook de Sud Radio. Merci d'être là. Mais tout de suite, on va accueillir quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer à Lyon, sur le salon Équipe Auto de Lyon à l'époque. C'est un amoureux du pneu de collection. Il s'appelle Pierre-Emmanuel Moutonnet et vous dirigez la société Pneu Collection. Évidemment, le nom veut tout dire, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Eh bien, nous sommes spécialisés depuis... excusez-moi, j'ai oublié, je suis tellement détendu. Oui, mais c'est ça quand on débute. Oui, je suis en stage radio. Allez, jingle, Anthony. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Donc voilà, c'est fait. Alors, Pierre-Emmanuel Moutonnet, alors Pneu Collection rapidement. Eh bien, c'est une petite entreprise jurassienne, comme je vous l'ai déjà dit. Nous sommes vraiment axés sur le pneu pour les véhicules classiques, des débuts de l'automobile jusqu'aux années 2000. Alors, pas que l'automobile, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui d'ailleurs, parce que on parle voiture à Rétromobile, il n'y a pas que des voitures, il y a aussi une exposition moto extraordinaire. Si vous avez la chance de pouvoir venir sur le salon, soit cet après-midi, soit demain, je vous invite à aller voir une partie de la collection de Éric Deseine qu'il a apporté avec des motos uniques, des motos exceptionnelles. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil au niveau des motos. Et il y a aussi une très belle animation Formule 1. Oui, on n'aura pas le temps de passer en revue tout ce qu'il y a malheureusement d'exposé sur ce salon Rétromobile. Il y a aussi une exposition sur Adolphe Kegress qui avait inventé les systèmes de chenilles pour les roues. Tout le monde a entendu parler de la croisière noire ou des croisières jaunes. Alors au-delà de ça, parce que sur les autochenilles Kegress, justement, il n'y a pas de pneus à l'arrière, donc c'est pas des bons clients pour vous, Pierre-Emmanuel. Mais en revanche, les motos, oui, on trouve des pneus pour les motos anciennes. Bien sûr, nous avons toute une gamme de pneus pour toutes les motos, des premières motos, avec les pneus à talons, bien sûr. D'ailleurs, l'histoire du pneu de la moto suit un peu, avec parfois un peu de retard, l'histoire du pneu voiture. Il y a des manufacturiers qui refont des pneus pour les motos anciennes. Alors, quelles sont les marques déjà, qui font des pneus de collection? En marque de pneus moto, bien sûr, on a des marques comme Firestone, je pense.
qui a des produits assez spécifiques pour des motos déjà très anciennes. On a aussi Metzeler, il y avait Avon également. On trouve des marques comme Heidedo, une petite marque allemande qui produit des pneus assez sympas pour les motos des années 50. Ouais, il y a environ 100 000 motos de collection qui circulent en France. Alors elles roulent un peu moins que les voitures, donc elles vont moins user leurs pneus. Cela dit, d'une moto à l'autre, on a souvent des pneus qui sont complètement différents. Il y avait entre un scooter et puis une moto sportive, on a plus de différence qu'entre une voiture sportive et une berline. Tout à fait. Un petit scooter, si on pense à un Vespa très connu, avec ses petits pneus à flanc blanc, c'est des pneus en 8 pouces, 10 pouces. Et c'est vrai que les motos, on peut aller jusqu'à du 19, 21 pouces. C'est des tailles complètement différentes. On peut équiper toutes les motos anciennes aujourd'hui, où il y a vraiment des zones d'ombre encore? Il y a certaines motos où c'est vraiment problématique. Je pense aux motos du début de l'histoire de la deux roues. Certaines tailles en pneus à talons sont parfois très très compliquées à trouver ou parfois introuvables, ce qui nécessite parfois des changements, des adaptations. Comment on le fait sur les voitures? Est-ce qu'on peut adapter des pneus plus modernes sur des motos anciennes? Ça se fait, ça? Alors ça peut se faire, puisqu'il y a des tailles qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, mais bon, tant qu'on peut privilégier un produit avec un profil vraiment conforme à l'époque, je trouve que surtout sur une moto, ça apporte quand même quelque chose de beaucoup plus valorisant au niveau du look. En termes de tarifs, les pneus moto, parce qu'un pneu collection voiture, ça coûte plus cher qu'un pneu moderne. On est d'accord? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je dis toujours que pour la durée qu'on va les utiliser, c'est pas si cher que ça. Mais bon, les pneus de moto, on trouve des pneus de moto des 50 ou 45 euros pour des petites tailles, et ensuite sur des motos, je pense aux motos avant-guerre avec des pneus à talons, on a des produits, si on opte par exemple pour un pneu entièrement blanc, ce qui est très joli et ce qui est conforme. Il y a des pneus entièrement blancs? Tout à fait, tout à fait. Qui étaient montés sur quel type de machine? Toutes les premières motos, tous les premiers véhicules, que ce soit moto ou auto, avaient du pneu tout blanc avant l'introduction du noir de carbone. Et là, c'est des pneus qui peuvent atteindre des prix de 300-400 euros. Pièce, du fait de leur rareté. Oui, bon, il n'y en a que deux sur une moto, c'est l'avantage. Voilà, c'est vrai. Avant de terminer, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'automobile. On fête les 70 ans de l'ADS. L'ADS a été la première voiture française équipée d'un pneumatique Michelin. C'est pratiquement pour elle. Le pneu asymétrique, on en a parlé la semaine dernière. C'est des pneus qui sont très demandés. C'est en collection, vous vendez beaucoup de ce genre. Alors oui, le pneu asymétrique, le Michelin XAS pour pas le nommer, c'est un produit pour lequel on attend de belles ventes cette année à l'occasion de l'anniversaire de l'ADS, puisque je pense que de nombreux propriétaires vont en profiter pour faire rouler leur véhicule. D'accord. C'est un indicateur en fait du marché. En plus, le marché des pneumatiques, si vous vendez beaucoup de pneus, ça veut dire que les voitures vont rouler beaucoup et qu'il y en a de plus en plus qui vont rouler. Ça évolue comment d'ailleurs? Le marché se porte plutôt bien, moi je trouve. On a affaire à des gens qui font de la restauration, donc c'est quand même important. On voit des voitures qui ressortent de collection, qu'on remet sur la route, donc ça nécessite au bout d'une immobilisation de quelques années quand même de remplacer les pneumatiques. Donc c'est toujours porteur. Bon, une voiture avec des vieux pneus, on va redire qu'un pneu au bout de 10 ans, il faut quand même regarder dans le détail. Comment on voit d'ailleurs si un pneu, outre le DOT qui est indiqué sur le côté, qui est la date de fabrication, comment on peut arriver à identifier un pneu qui est plus sécurisant, pas assez sécurisant? Déjà, on peut avoir un changement dans sa couleur, il va devenir un peu plus marron. On va avoir des craquelures sur le flanc, sur la bande de roulement également. Il faut bien prendre le temps de sculpter le pneu. Surtout côté intérieur, on ne va pas forcément le voir comme ça au premier abord, mais c'est très important avant de reprendre la route de vérifier cela. Et pour conclure, on vous contacte comment? On vous trouve partout? Alors sur notre site pneucollection.com, voilà, et on est disponible. On est à l'écoute de nos clients, on est là pour les conseiller surtout, c'est très important. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel Moutenay. Merci à vous. Vous êtes dirigeant de Pneu Collection, comme vous l'avez si bien dit au début, une jolie boîte du Jura, petite maison du Jura, et continuez de travailler pour ces pneus, entre autres. Allez, à suivre, on va parler de Marline et de ce carburant incroyable qui baisse la pollution des anciennes. Puis, on va parler des produits de restauration pour votre classique. Et puis évidemment, on aura un petit radio shopping. Oui, un petit radio shopping by Lolo, un radio téléachat by Lolo sur Sud Radio. Et puis le Mans classique, on en parlera. Et puis évidemment, on fera un premier bilan à la veille de la fermeture de Rétromobile 2025. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.
Et toujours en direct du stand Rétromobile Renault sur le salon Rétromobile. Je tiens à m'excuser pour tous nos amis qui nous suivent sur Facebook. A priori, on a une petite rupture du réseau Wi-Fi. Il y a trop de monde sur le salon et effectivement. Et j'arrive plus à voir les réactions de tout le monde, mais on est avec vous. On va rentrer dans une petite. On va rentrer dans une chronique et un sujet qui est d'actualité, mais qui moi réveille chez moi des souvenirs d'enfance. C'est moi Marlene. aussi, ça va me ramener à ma grand-mère qui avait un Solex et qui utilisait des produits. Alors, c'était le concurrent même mon tonton, tout ça. Concurrent de la marque qu'on reçoit aujourd'hui qui s'appelle Marlene. C'était la Solexine qu'on utilisait à l'époque. Alors, on a avec nous Denis Huette qui est directeur technique et RSE de Marlene. Marlene, en quelques mots, Denis. C'est une boîte française. Hein. On continue. On va. Alors, c'est une boîte française rachetée par un groupe étranger. Peut-être, mais ça reste quand même une boîte française. Et je crois que les produits sont faits en France aussi. Exactement. Donc déjà, merci de m'accueillir. Marlene, en deux mots, c'est né en 1954. Et comme vous. Pareil. Presque. Et sa première activité, c'était justement de faire du carburant pour le Solex, l'équivalent de la Solexine. Puis petit à petit, on a dérivé vers les produits justement portables 2 temps et 4 temps. Et on est présent donc à Étampes depuis ce temps-là. Voilà, suite de l'Essonne. Et en fait, depuis 2017, ça a été racheté par un groupe d'agriculteurs suédois qui s'appelle Lantmannen. Et on a associé 2 marques en France, Aspen et Marlene, depuis le 1er janvier, sous l'appellation Aspen Group France. Voilà. Donc, et Aspen était, lui, l'inventeur justement de l'essence alkylate en 88 en Suède, un carburant moins impactant justement pour les utilisateurs. Et ce qui est important, Jean-Luc, c'est pour ça que le côté directeur technique et RSE est important par rapport à ce qu'on va Exactement, annoncer. Parce que alors ce carburant, on l'utilise. Moi, j'en ai trouvé dans ma cabane de jardin. On l'utilise en général sur les tondeuses, pour les tondeuses, les moteurs de temps, ma tronçonneuse, des choses comme ça. Mais c'est là la grosse nouveauté, c'est que depuis la traversée de Paris hivernale, là, il y a des véhicules que vous avez fait. Oui, il y a des véhicules que vous avez fait rouler avec ce carburant, et ça peut avoir un impact très positif sur les voitures anciennes. Voilà, je le confirme, puisque comme vous avez pu le dire, Patrick, l'organisateur de la traversée de Paris, nous a sollicité justement en disant « Écoute, c'est le moment de tester ton carburant et de voir qu'il est complètement miscible avec n'importe quel autre carburant. » Donc là, on parle d'un carburant 4 temps. Hein. C'est un carburant 4 temps premium. Il a une particularité. Il a plein de particularités. Voilà, mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse en plus, c'est que ça baisse la pollution. Enfin voilà, on n'a pas dit encore, mais ça, c'est important. Il est à base à 80% ce carburant de 2TG, éthanol to gasoline, de l'éthanol déshydraté en fait. Et la particularité, c'est qu'on arrive à baisser jusqu'à 65% les émissions de CO2. Et ça, c'est carrément dans l'air du temps. Mais au-delà de ça, on a aussi en plus un avantage technique puisqu'il est stable 18 mois. Et c'est pour ça que dans nos anciennes, qui ne sont pas utilisées tous les jours, ça a un vrai intérêt également. Oui, parce qu'un carburant traditionnel, au bout de, on va dire 3 mois, ça grand commence. Maxi. Mais c'est pas toi qui disais, Jean-Luc, que quand on laisse en hivernage nos voitures, il faut vider le... Non, alors il faut déjà remplir le réservoir pour qu'il y ait le moins d'air possible dans le réservoir, puisque sinon il y a plus d'oxydation. Ça, c'est la première chose. Ça évite aussi au réservoir des voitures anciennes de rouiller, puisqu'ils sont pas en plastique. Ouais. Mais c'est vrai que le carburant va se dénaturer petit à petit. Alors on peut mettre un stabilisateur qui va lui permettre de durer un petit peu plus longtemps, mais c'est pas la solution miracle. Alors là, le Marlene, alors je serais très intéressé de l'utiliser et de mettre un bel autocollant Marlene Moreau, vous voyez, sur ma voiture. Ah oui, ça serait joli. Avec grand plaisir. Marlene Moreau, non mais celle-là, il fallait la... Donc alors, c'est un carburant qui se conserve plus longtemps, moins d'émissions de CO2, mais moins de particules et moins d'oxyde d'azote également en fait. Automatiquement, on baisse la totalité justement des émissions et c'est ça le but. Faut savoir qu'on a beaucoup de questions sur le stand justement sur cette histoire de baisse d'émissions. Et je tiens à préciser quand même que quand on annonce quelque chose, c'est normé maintenant au niveau... oui, donc on n'a plus le droit de faire de la publicité en disant voilà, ça baisse les émissions et puis on en reste là. Il faut prouver que ce qu'on annonce a été vérifié. Tout à fait. Donc ça, je veux rassurer les gens là-dessus, mais bien sûr, on baisse la totalité des émissions et encore une fois, sans aucune modification sur le moteur. Et ça, pas de réglage de carburation, rien du tout. Et là, ça n'abîme pas les voitures anciennes parce qu'on sait que les carburants avec de l'éthanol, c'est déconseillé pour les voitures anciennes. Là, c'est pas le cas. Pas du tout. La preuve, on est en train de le faire tester à des voitures de 1920
pour tout vous dire, une Alvis de 1920 pour préparer justement un petit rassemblement, le fameux rassemblement de fougères. Et donc on voulait le faire tester avant à des utilisateurs. Et en fait, encore une fois, et j'insiste, les gens sont passés de l'un à l'autre sans aucune modification, sans aucun réglage. Mais on fait le plein qu'avec ça. Ah bien sûr, c'est le but. Qu'avec ça. C'est le but parce que si on mélange entre deux carburants, un bon carburant et un mauvais, c'est le mauvais qui prend le dessus. Exact. Mais du coup, on n'améliore pas le mauvais avec du bon. Exactement. Non, mais ça c'est comme pour les gens. Hein. C'est pareil. Mais ça vous concerne pas. Vous êtes bon dès le début. Vous. C'est son anniversaire aussi. D'accord. De l'émission. Non, mais je rigole. Ce sont des gros jerrycans. Comment pratiquement? Oui, parce que si on a des bidons de 2 litres, c'est ça. On va pas aller loin. Tronçonneuses, il faut un camion pour. Mais il en faudra quelques-uns, ça c'est sûr. Non, on a différents conditionnements qui sont justement adaptés à l'automobile. On commence sur le 20 litres qui va être sûrement le plus utilisé, le plus pratique, mais pour certains musées, pour certains collectionneurs, on va sur du 200 litres et on est capable d'aller même jusqu'à du 1000 litres sans aucun problème. Et le prix ? D'accord, oui, alors le prix. Et aussi, pourquoi d'un coup vous vous êtes dit, tiens, et si on proposait à l'automobile ancienne ? Comment la pièce est tombée d'un coup? C'est passé à travers un rachat du groupe qui a racheté une usine à Stanford Loop en Angleterre qui s'appelle Corriton et qui développe justement des carburants spéciaux pour tout un tas de constructeurs, pour tout un tas de marchés. Et c'est eux qui sont notre R&D désormais et c'est eux qui nous ont proposé ce carburant. Et c'est pour ça qu'on a voulu l'intégrer en France. Eux ont un arriéré plus important puisqu'ils l'utilisent depuis un petit moment en Angleterre. Et nous, maintenant, on est chargé de le développer justement en France. Il y a une très bonne question de Stéphane. J'ai récupéré sur mon téléphone portable les Facebook. Pourquoi ne pas l'utiliser à la pompe pour les voitures ? Toutes les voitures en fait, parce que... Tout simplement parce que, encore une fois, les attentes des utilisateurs de tous les jours ne sont pas les mêmes attentes que nos collectionneurs. Le fait que le carburant soit stable, pour un utilisateur de tous les jours, on n'en a pas besoin. Le fait de baisser les émissions, ça je pense que tout le monde en rêve, mais... Comme on l'a dit et comme on va l'aborder juste après, puisque vous avez commencé à m'en parler, le prix n'est pas le même. D'accord. Il a combien de litres? Allez, on y va. Alors, sur, j'allais dire, les carburants qu'on vend, on est entre 3 et 8 euros le litre. Ah bah voilà la fourchette. On va garder notre... Voilà la fourchette. Alors, 3 euros, c'est quoi? Et 8 euros, c'est quoi? Parce que ça veut négocier plus une fourchette, c'est une fourche. 3 euros, on va dire qu'on est sur l'essence alkylate. On est sur des bases encore fossiles, des gaz de raffinage du pétrole brut reliquéfiés qui ont un impact environnemental et un impact santé bien moins important, mais qui sont devenus communs puisque c'est vendu depuis plus de 30 ans. Le plus cher, ça va être celui justement à base de matières renouvelables, quoique on a un diesel, le fameux HVO, à base d'huile recyclée hydrogénée, et ça, on commence à venir toucher les mêmes tarifs que le gasoil traditionnel, c'est-à-dire qu'on s'approche pas loin des 2 euros. Donc il faut savoir que dans certains pays, il est déjà à la pompe ce carburant, un diesel à base d'huile recyclée hydrogénée. Donc voilà. Au regard de son prix. Si je veux faire le plein de mes voitures, comment je fais? C'est ça. Puis au regard de son prix, je vais être très, très, très direct. Est-ce que vous allez avoir du succès? Parce que si on doit mettre 8 euros le litre pour son ancienne, même si on fait que 1000 km en moyenne par an, je vais vous retourner la question en vous demandant combien coûte l'entretien d'un carburateur sur une voiture qui a été stockée pendant 1 an avec du carburant classique et qui ne redémarre pas. Attention là, on parle sérieux là. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, on vise, nous, un public qui est soucieux, attentif à sa voiture et qui veut pouvoir tourner la clé et que ça démarre sans avoir à se coucher on a eu un monsieur de Paris qui est passé nous voir et qui nous a dit: j'ai passé 3 heures à aller vidanger ma voiture qui ne démarrait pas dans le fin fond de mon sous-sol. Le soir, je suis rentré, j'avais mal de tête parce que bien sûr, il y a du benzène, du toluène, du xylène dans l'essence traditionnelle, des choses qu'on a plus, nous, dans nos carburants. Et ces gens-là, ils sont prêts à faire le pas parce qu'encore une fois, il faut raisonner global sur ce carburant-là. Plus le côté RSE. Exactement. Alors, je peux commander sur Internet ou comment je fais? Tout à fait. On a notre directeur, Christophe, qui a mis en place un site, Aspen Group Motors.
Aspen Group FR. ASPEN Group sans E. Sans E. Motor avec un 2 O. Voilà, et avec un S. Et avec un S, Motors. .fr, et là-dessus vous avez un petit contact pour commander, vous envoyez votre demande, vos litrages, et Christophe vous répond en vous envoyant J'ai une le question devis. pratique. Oui. Parce que vous êtes, Marline, présent sur tous les magasins de bricolage, de jardinage, évidemment, puisqu'on continue. Moi, j'adore cette marque. Oh, c'est trop nostalgique, j'adore. Est-ce qu'il y aurait possibilité de le trouver chez des revendeurs comme des grands magasins, des jardineries, des machins, ou pas du tout? Alors, pour tout vous dire, on est quand même sur des carburants qui sont différents. La cible qu'on a... Des stations essence, peut-être un deal avec des stations essence? Peut-être des demain. centres auto, peut-être. Des centres auto? Peut-être demain, justement, ça fait partie des travaux qu'on est en train d'effectuer, justement, pour peut-être monter un réseau de distribution. On a quand même mis en place, chez certains restaurateurs automobiles, des mini-pompes, des mini-stations, où là, les gens peuvent venir avec leur voiture directement remplir leur voiture à la pompe. Donc on est en train de monter ce réseau-là. D'accord. Et on espère demain avoir un réseau de distribution digne de ce nom en France. Eh ben, super. Merci beaucoup, Christian Huette. Moi, ça m'a fait plaisir. Oui, non, mais je vais essayer. Ouais. Moi, c'est pas les voitures qui manquent pour tester. Non, puis ça me fait plaisir de parler d'une marque française qui est faite à Étampes, qui évoque Marline, le passé, qui évoque pas mal de choses et qui est totalement dans le présent, en fait. Exactement. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, Denis Huette. Merci à votre Directeur technique et RSE de la maison Marline, qui appartient maintenant à Aspen Group. Et voilà, c'était cool. Bon, ben, tu sais quoi? On continue parce qu'on va pas partir maintenant. Il est 11h26. On va parler de restaurer sa voiture de collection. Et là, je sais que t'es comme un enfant, t'es heureux. On va accueillir dans quelques instants Daniel Druard et Tristan Chapelière, DG de Restorm. À tout de suite. Et dans quelques instants, juste avant la fin de notre rendez-vous, on parle auto en direct de Rétromobile. Nous allons parler du Mans Classique qui va se dérouler du 3 au 6 juillet 2025. Et évidemment, on fera un point sur ce Rétromobile 2025 exceptionnel. Mais avant cela, l'ami Jean-Luc... Eh bien, on va restaurer nos vieilles voitures. Voilà, on a avec nous Daniel Druard, qui est directeur général de Restom, une marque qui parle à tous ceux qui possèdent des véhicules anciens. On a aussi Tristan Chapelière avec nous, qui est chef de produit de GS27. Daniel, en quelques mots, Restom, ouais. Alors c'est une marque française, Cocorico, et ça existe depuis combien de temps? Bien, tout d'abord, merci de nous avoir conviés aujourd'hui. Alors effectivement, Restom a été créé il y a un peu plus de 30 ans. Et c'est parti, comme souvent, d'une belle histoire. Un passionné motard qui ne trouvait pas les produits sur le marché pour restaurer ses motos, il s'est mis à les faire lui-même. Il était ingénieur chimiste de formation. Et 30 ans plus tard, nous sommes toujours là avec cette même passion. À créer, fabriquer des produits en France pour restaurer les véhicules anciens. Alors, il était chimiste, oui. Alors, nous sommes dans la Bresse. D'accord. À côté, dans la ville de Louan. Il était chimiste, ça veut dire ça va être des produits principalement liquides, ça va être quoi? Ça va être des peintures. Alors, il y a aujourd'hui un peu plus de 200 produits au catalogue. Donc, concrètement, si on doit résumer notre métier, c'est le traitement de surface. Mais on va faire des produits effectivement pour dérouiller, des peintures, mais également pour traiter des tissus, réparer des cuirs, les plastiques également qui sont de plus en plus demandés, notamment pour les youngtimers. Donc le spectre est très large, mais disons que globalement c'est le traitement de surface. Petite parenthèse pour Cédric, notre auditeur qui veut toujours qu'on parle de youngtimer. J'espère, Cédric, que vous appréciez cette émission aujourd'hui. Tristan, même question pour vous. Christian Chapelière, GS27, on repositionne tout ça? Alors oui, GS27, pareil, une marque française qui est créée en 1968 par Serge Gauthier. Donc les initiales de GS et 27 parce que c'était son numéro fétiche à l'époque. Ouais, pas de rapport avec le fameux truc que vous buvez tard le soir. En fin de soirée. Alors non, on a juste la couleur verte qui est assimilée aux de marque. Mais sinon non, nous sommes une entreprise française. Donc nous on est basé en Touraine et donc on a aussi pour passion l'automobile. Et aussi la moto et le vélo. Donc on est spécialiste dans tout ce qui est produits d'entretien. Soit produits de nettoyage, polish. On verra d'ailleurs parce que vous avez amené un peu des choses avec vous. Mais Daniel, on parlait de peinture au début. Alors il y a une gamme de peinture chez Restom qui est assez importante. Ça veut dire que les peintures pour les voitures anciennes sont pas les mêmes que pour les voitures modernes?
Non, alors maintenant les voitures modernes, quand elles ont déjà 20 ans, elles sont considérées effectivement comme youngtimer. Donc le passage est surtout au niveau des années 2000 où la plupart des peintures étaient des bases aqueuses à partir de 2000. Donc à base d'eau. À base d'eau, oui. Et ce qu'on appelle des peintures hydro. Exactement. Créées en 1993 par une maison qui s'appelait PPS, PPG et Glazurite. Voilà, le créateur de la fameuse hydropeinture. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'au préalable, dans les véhicules anciens, donc plutôt avant cette date-là, on était sur des peintures solvantées et c'est globalement ce qu'on va proposer aujourd'hui pour correspondre effectivement à une restauration conforme à l'origine, donc avec la peinture d'origine lorsque le véhicule est sorti. Oui. Il y a même des peintures, il y a différentes dans les peintures solvantées, il y a différents types de peintures. Vous proposez toutes ces peintures-là. Tout à fait. Y compris des peintures cellulosiques, c'était vraiment. Alors cellulosique, c'est un petit peu délicat. Cellulosique, non, c'est la limite parce qu'effectivement, techniquement, c'est interdit, tout simplement. Mais on va proposer des peintures monocomposants, bicomposants, époxy, glycéro, résistantes à la température, très haute température sur des moteurs de moto à refroidissement par air, par exemple, ou sur des collecteurs. Donc là aussi peinture au sens large, mais pour répondre globalement à tout ce que le consommateur, le passionné va avoir besoin pour restaurer son véhicule. C'est quoi les nouveautés qui sont présentées sur ce salon Rétromobile 2025 ? Alors chaque année on essaye d'innover mais surtout répondre aux besoins. Alors effectivement je parlais Youngtimer, on va y revenir, ça fera plaisir à votre auditeur. On a développé depuis quelques temps maintenant des peintures spécifiques pour le plastique qui sont beaucoup plus présents sur ces véhicules Youngtimer. Et là cette année, comme nous avons investi notamment dans une machine pour créer nos propres aérosols, conditionnés avec nos peintures, nos diluants, on va proposer également une gamme d'aérosols sur ces peintures qui va permettre de faciliter tout simplement l'usage pour le particulier et restaurer son véhicule. Donc voilà, peinture plastique notamment. Il va y avoir également une peinture, ce qu'on appelle un noir à châssis, qui est une peinture qui s'applique très facilement au pinceau. On va avoir une version mate cette année par exemple. Alors voilà. Ça je peux témoigner puisque c'est une peinture que j'ai utilisée sur mes voitures. Ça s'applique assez bien, ça se tend très bien et l'aspect, en fait, la principale qualité des produits Arestom, c'est la qualité. Oui, j'aurais pu effectivement commencer par ça, mais disons que je l'associe à la fabrication française, on va dire, mais naturellement, effectivement, le nerf de la guerre pour nous, c'est quand même ça, on est passionné, donc il est hors de question de sortir des produits approximatifs, c'est forcément du haut de gamme. On entend beaucoup, enfin toi tu es vraiment le spécialiste, moi je suis vraiment la béotienne, mais j'écoute avec les oreilles grandes ouvertes, surtout sur des voitures de collection. On entend souvent que certaines voitures, et tu en parlais sur la R16 que tu as essayé pour cette émission, les problématiques de rouille. Est-ce que chez Restorm, on a aussi des produits d'entretien et de restauration sur ces fameux problématiques qui ont touché certaines voitures de la rouille? Alors, toutes les voitures même. Ouais. Oui, c'est-à-dire que la rouille c'est le cancer en gros des voitures dès lors qu'on les conserve effectivement. Donc on a là aussi une panoplie, j'allais dire, de traitement de la rouille en fonction de l'accessibilité globalement, parce qu'on va avoir des convertisseurs, des dérouillants en fonction de ce qu'on peut faire sur le véhicule. C'est quoi la différence entre le convertisseur et le dérouillant? Parce qu'on a perdu Laurence. C'est pas ça, c'est que je viens de comprendre d'où vient le mot dérouillé. Ok, mais c'était pas la même chose. Sur ces deux produits, pour simplifier, il y a un convertisseur qui s'applique un peu comme une peinture directement sur la rouille, qui est très pratique sur les endroits qui sont moyennement accessibles, et à l'inverse un dérouillant qui est plutôt d'un aspect liquide, qui lui va nécessiter un rinçage à l'eau, plutôt un rinçage abondant, donc hors de question de faire ça dans le fin fond d'un coffre par exemple. On est d'accord. Tristan, vous avez amené avec vous là un petit... Oui. Et j'avais un kit. J'ai une question. Alors, anti-pluie. L'anti-pluie céramique. Ça, on avait Laurence déjà parlé. va vous le faire. Mais j'avais une question d'un auditeur que j'ai reçu cette semaine qui me disait mais c'est quoi la différence entre un lustrage et un polissage? Alors on est sur deux produits complètement différents. Donc le polish en fait est un produit micro-abrasif. Donc qui une sorte un peu de gommage en fait, si on veut vulgariser un peu la chose, et qui va agir sur le vernis. Donc en fait on va venir enlever une fine couche de vernis pour enlever tout ce qui est défaut de peinture, type micro-rayures, tourbillon. Un lustrage est un produit qui est non abrasif, qui est un produit de finition qui va faire briller, quoi. Voilà, tout à fait. Ça va apporter plus de brillance. Et en même temps va faire laisser un film protecteur sur la carrosserie, donc qui va protéger la carrosserie. On a évoqué dans l'émission déjà les protections céramiques aujourd'hui. Parce que quand on voit, c'est vrai que si vous êtes sur ce salon Rétromobile, vous allez voir en particulier chez les vendeurs de voitures
haut de gamme, hein, avec des véhicules qui sont à des tarifs stratosphériques. On a des carrosseries, ça n'existe plus. On voit pas sur la route des voitures qui brillent autant que ça. On arrive à avoir des résultats comme ça. Un véhicule qui, je vais pas dire on éteint la lumière, il éclaire encore, mais c'est plus que ça. Non, mais après, plus on va entretenir son véhicule régulièrement, plus on va protéger la peinture, maintenir on va dire son état dans le temps. Et en plus, on va conserver une brillance étincelante, on va dire, plus longtemps. Tiens, en parlant de brillance, c'est une minute radio achat. Ah, mais ça, c'est pour la pluie, ça. Non, il ne pleut pas aujourd'hui. Non, mais attends, pas que. Parce que voilà, vous avez ce que j'ai dans mes mains. Non, mais je le fais, hein. Tu m'as dit que t'es pas capable de faire ton premier métier. C'est sur les autres, là. Mais sur les autres aussi, on va le faire. Mais déjà, ça. Parce que tu dis anti-pluie. Mais il n'y a pas que ça. En fait, on l'a vu, hein. Il y a eu beaucoup de verglas, beaucoup de neige. Donc, on a eu beaucoup de sel sur nos pare-brises. C'est une espèce de chose qui est venue. C'est un peu gras. Même anti-pluie, vous vous servez de cela. Vous allez nettoyer votre pare-brise. D'un seul coup, vous allez y voir clair. Vous allez voir comment votre femme est belle. Vous allez voir comment votre belle-mère est sympa, messieurs. Et surtout, vous n'aurez pas besoin... si elle est devant la voiture, donc vous la verrez bien à travers le pare-brise. Et surtout, en fait, en utilisant ce produit, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps, hein. Une fois par mois de temps en temps, vous allez avoir une visibilité incroyable. Et quand il va pleuvoir, et Dieu sait qu'on a quand même eu une année très très humide, eh bien ça va déperler, ça ne va pas vous gêner. Voilà, anti-pluie céramique de chez Gen Z7 sur Sud Radio dans Parle Auto. Pour le modique somme de 13,90. Que vous pouvez régler en plusieurs fois sans frais. Daniel, vous faites des produits aussi chez Restom que tu veux que je vende en radio achat? Non, mais pour embellir les voitures anciennes. Oui, tout à fait, sur le même principe, hein, de polissage et de lustrage, mais effectivement avec la connotation adaptée aux véhicules anciens, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Beaucoup de véhicules anciens ont des peintures qui sont pas vernies, hein, c'est tout à fait, des brillants directs. Du brillant direct. Complètement. Alors là, faut faire gaffe, hein, quand on passe la polisseuse dessus, de pas passer pas passer à travers, parce que tout à fait. Avec un vernis, ça peut se rattraper relativement facilement. Avec une peinture, quand on arrive à la tôle, c'est un petit peu. C'est clair. C'est irrémédiable. Mais effectivement, donc on va avoir également une gamme de polissage et de lustrage, mais qui va être adapté à ce type de peinture, plutôt effectivement du brillant direct. Oui. Est-ce qu'on a une idée du budget que ça représente quand on est un collectionneur et qu'on restaure sa voiture? Enfin, toi, tu le sais bien. Alors, déjà, le prix des peintures a considérablement augmenté tout à fait. Depuis le Covid, en fait. Hein. Exactement. Oui. Comme la plupart des matières premières chimiques, malheureusement, il y a une hausse. C'est presque doublé. Hein, oui, pour certains. Oui. Alors, il y a eu quand même des accalmies. Il y en a eu depuis un an à peu près. Alors, pas forcément des baisses, mais au moins des stagnations, et systématiquement chez Restom on applique, notamment l'année dernière on a baissé 15 produits en termes de tarifs au niveau du catalogue. Dès qu'on peut, on réadapte les prix en fonction de ces matières, mais effectivement le coût reste élevé et malheureusement on ne peut pas influer à notre niveau beaucoup là-dessus, et les peintures augmentées. Maintenant la peinture, typiquement on est sur un achat normalement exclusif. On ne pas sa voiture tous les ans. Exactement. D'ailleurs, plus un investissement. C'est accessible. D'ailleurs vos clients vous les voyez pas forcément toutes les semaines, hein. C'est ça. Il y a un gros turnover quand on restaure une voiture, on n'espère pas la re-restaurer dans les années qui suivent. Toi, tu les as restaurées. Oui, non, mais moi j'en ai beaucoup. Oui, mais prends-moi un exemple. Tu l'as restaurée quand et aujourd'hui, et comment elle va? Prends-moi une des dernières que tu as restaurées, par exemple. Toutes les voitures qui ont été restaurées dans les 10 dernières années, elles sont elles n'ont pas bougé parce que après on les garde évidemment le plus proche possible de l'état de fin de restauration. Donc elles sortent pas quand il pleut, elles sortent pas quand il y a du sel sur la route. À chaque fois qu'elles sortent, je les nettoie, je les range. Non, mais ça, c'est tous les collectionneurs. Je cire les carrosseries, elles sont sous des housses. On prend bien plus soin d'une voiture ancienne. Ma voiture de tous les jours. Ma voiture de tous les jours, je vais le dire honnêtement, elle est dégueulasse. Alors que mes voitures anciennes, vous enlevez la housse, elles paraissent neuves. Je suis d'accord avec vous. Par contre, il n'y a pas que le fait de restaurer correctement les voitures que l'ami Jean-Luc fait très bien. Les crêpes sont absolument sublimes. Si vous nous avez suivis la semaine dernière, on avait fait un truc sur les crêpes de Jean-Luc. Tristan, là c'est pareil, vous nous avez ramené ça, mais il y a d'autres produits que vous avez à côté de vous pour Alors conclure, exactement, tout à l'heure on a parlé du nettoyant vitre anti-pluie céramique. Il y a un produit qu'on peut utiliser justement en complément de... Toujours pour les voitures de collection, comme pour la mienne. Ah oui, parce que alors ça, c'est très bien parce que le nettoyage des vitres, c'est une galère pas possible. Alors exactement. C'est quoi? C'est une microfibre carbone, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, c'est une microfibre. Donc il y a 20% de fibre de carbone dedans.
Et donc l'avantage, c'est que ça laisse vraiment aucune trace. Et il y a besoin de produits avec ça ou il n'y a pas besoin de produits? Ah bah si, on passe du produit là où c'est vraiment très sale et ensuite on essuie avec ça. C'est ça. Exactement. Donc ça fait vraiment aucune trace. Vous êtes sûr que ça laisse plus de traces? Ouais. Ah oui, et je peux te dire pour l'avoir même à la maison sur vos parois de douche, etc. C'est bluffant aussi quand vous nettoyez. Oui, mais ça marche partout. Et pour conclure, parce qu'on arrive à la fin, vous avez encore une petite chose là dans votre sac. Alors toujours dans les produits céramiques, donc il n'est pas encore sorti, mais il va sortir pour la. Il n'est pas encore sorti. Un shampoing céramique. Voilà, alors on a les cheveux qui brillent et ils sont plus jamais sales. C'est surtout les cheveux de la voiture. Oui, tout à fait. Donc c'est un shampoing donc pour laver et aussi illustrer la voiture. Et en plus de ça, il va laisser un film hydroforme sur la carrosserie. Donc déjà au niveau du rinçage, il y aura beaucoup moins d'eau sur la carrosserie, donc moins de traces d'eau. Et en plus de ça, ça va laisser un film de protection qui... Donc ça fait tout en fait. Ça. Ouais. Voilà. Je lave ma voiture et en plus je la protège. Je trouve où les produits GS27? Alors déjà sur notre site internet, donc gs27.com. Et aussi dans tous les magasins spécialisés, centres auto, type Noroto, Feu Vert. Très bien. Voilà. Et merci d'accompagner Sud Radio et on parle auto. Aucune excuse si vos voitures anciennes ne brillent pas et si les peintures ne sont pas impeccables et si les chromes ne sont pas impeccables. Il y a des trucs pour les chromes évidemment. Merci beaucoup l'ami Jean-Luc. Merci à vous deux d'avoir été sur Sud Radio dans On parle auto. Merci à Tristan Chapelière, chef de produit GS27 et Daniel Druard, DG de Restorm. Et à suivre pour conclure notre rendez-vous, on va parler du Mans Classique qui va avoir lieu du 3 au 6 juillet prochain. Et évidemment, on va faire un premier bilan rétromobile avec le big boss de ce salon exceptionnel. À tout de suite. Et nous voici arrivés dans la dernière partie de cette émission exceptionnelle pour laquelle moi je prends énormément de plaisir également avec vous l'ami Jean-Luc, puisque nous sommes en direct du stand Renault sur le salon rétromobile. Et là, il n'y a pas que vous qui prenez du plaisir, parce que quand on voit la mine réjouie de tous les visiteurs, et il y a du monde. D'ailleurs, on le voit, il y a la mine réjouie. Vous voulez savoir s'il y a du monde? Vous regardez la tête de Romain Grabowski, qui est le directeur du salon. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Et puis Marc Ayoun également, qui est avec nous, qui est le directeur général du groupe Peter. Voilà. Lui aussi, il a un beau sourire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Marc, on va commencer par vous. Alors on va se projeter un petit peu plus loin que Rétromobile. On va aller au Mans Classique. Ça sera, on dira, allez, je fais plaisir à Romain, le deuxième grand événement de l'année sur la voiture ancienne. Ça a lieu au mois de juillet, c'est ça? Absolument, du 3 au 6 juillet, c'est un événement très important. Une fois tous les 2 ans. Hein. Tous les 2 ans, donc très attendu. C'est la première fois que vous allez diriger le Mans Classique d'ailleurs, parce que vous venez d'arriver chez Peter Auto. Absolument. Mais j'ai été très souvent au Mans Classique, déjà comme spectateur et ensuite comme partenaire. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, un petit mot sur ce Mans Classique. Alors toi tu connais évidemment, il y a tous les passionnés de voitures anciennes qui connaissent, mais Sud Radio est écouté par tout le monde. Alors, on peut replacer cet événement? Un Mans Classique, c'est un spectacle sur la piste, c'est un spectacle dans les paddocks. C'est la plus grande course historique au monde. On voit courir des voitures de toutes les époques, depuis les années 20 jusqu'aux années 2000. Donc toutes les voitures qui ont participé au Mans, ou les voitures qui n'ont pas directement participé mais qui sont éligibles, peuvent prendre part à cette course. Il y a 800 voitures au total sur la piste, 6 plateaux différents qui succèdent en 24 heures, plus de 200 000 personnes qui viennent. 235 000 au dernier recensement, et je pense que ça va être encore mieux cette année, parce que contrairement au discours qu'on entend ça et là, les Français aiment encore l'automobile. Vous allez peut-être être à guichet fermé aussi, après on en parlera avec Romain, mais c'est le cas en ce moment à Rétromobile. On en est où des inscriptions déjà pour le Mans Classique? Je vous confirme qu'on sera à guichet fermé, puisque je pense que dans quelques semaines on aura vendu tous les billets. On a eu une accélération cette semaine parce qu'on a annoncé pour la première fois des concerts assez incroyables. On aura Céron qui sera là, on aura Kavinsky, on aura Synapson, enfin quelques têtes d'affiche qui vont rassembler un public très large. Et c'est notre objectif, c'est de faire venir au Mans Classique des familles avec des enfants, des parents. Il y a un spectacle sur la piste, mais il n'y a pas que le spectacle sur la piste. En fait, on est plongé dans un environnement festif pendant 4 jours. À l'image des 24 heures du Mans. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Il y a toujours eu une fête foraine, des concerts. Il y a des grandes figures
figure des pilotes de renom qui ont déjà annoncé leur participation. Alors je vais pas tout vous dévoiler, mais oui, on a des grandes figures qui Personne sont là. nous écoute, vous pouvez y aller. Pourquoi entre nous. Parce qu'on va attendre déjà regarder qui Marc, sera là. c'est la première fois qu'on se rencontre, vous pouvez pas me faire ça. Quelle grande figure. Allez. Non, je vais pas les dévoiler parce qu'on discute avec eux, mais non, on aura des pilotes. C'est pas fini encore. Non, c'est pas encore terminé, mais oui, aussi bien des pilotes qui ont marqué l'histoire du Mans et qui roulaient dans les années 70 que des pilotes, voire des ingénieurs qui travaillent sur des voitures très récentes. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, à date, on peut plus prendre de billets pour y aller ? Si, on peut encore en prendre. Mais on peut encore inscrire des véhicules. On a encore, à mon avis, dans quelques semaines, ce sera. Ouais, mais même public. Complet. Oui, parce qu'on a une jauge. On souhaite avoir une belle expérience pour nos visiteurs. Donc on a une jauge maxi. Cette jauge, elle est proche de 230 000 personnes. Et aujourd'hui, on en a quand même vendu, je dirais, un bon 2/3. Est-ce qu'on a dépassé les 230 000 personnes sur le rétromobile ? Oui, on va poser la question tout à l'heure à Romain. Mais avant de finir avec vous, Marc, je peux encore inscrire une voiture ? Alors, les sélections pour le Mans Classique ont déjà eu lieu. On publie 3 listes. La première a été publiée, la deuxième cette semaine. Il reste encore quelques places, mais vraiment je pourrais inscrire la 250 LM que j'ai payé 31 millions d'euros cette semaine. Alors. Pourquoi pas, mais là, il faut vous dépêcher parce qu'on est sur le repêchage. Là, alors, c'est le repêchage. Ouais, on a beaucoup plus d'inscriptions que de dossiers disponibles. Mais c'est très couru et puis c'est tellement bon à vivre, c'est normal. Alors, on a compris que les Français, et pas que les Français, parce qu'il n'y a pas que des Français, le dernier l'automobile ancienne. INSEE. Ouais. Ancienne. Le dernier chiffre INSEE, on est à 87% des Français qui disent veulent pas se passer de leur voiture. Alors, y compris les anciennes. Monsieur Romain Grabowski, qui est le directeur patron de ce Alors, il a un problème de riche, nous disait-il juste avant. Regardez le sourire incroyable. Mais quel problème de riche, c'est qu'il y a des gens qui risquent, Romain, de ne pas pouvoir rentrer à Rétromobile tellement il y a de public cette année. Déjà, bonjour à vous deux. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir sur le salon et plus précisément chez nos amis de chez Renault. C'est un vrai plaisir. Vous partagez, vous entretenez cette passion avec l'automobile. On est en train de se dire que les Français aiment l'automobile et vous êtes véhicule de cette passion. Donc merci. Oui, on a fait un très bon début de semaine. On est content parce que toute l'équipe, on y met nos tripes, notre amour, on développe plein de choses. On a un public qui est averti, qui est fidèle, donc on peut pas être déceptif. Voilà. Et donc on a une occasion par an de faire une bonne impression. C'est Rétromobile et on est sur des très fortes croissances depuis l'ouverture mercredi. Et on a fait une journée record hier, journée historique dans l'histoire de Rétromobile. On a accueilli un très grand nombre de visiteurs et je pense que ce week-end, voilà, on est bien parti. On a plein de messages qui arrivent sur mon téléphone de tous nos amis et copains du milieu passionnés de voitures qui disent bravo à Romain, bravo à Rétromobile. Je n'arrête pas de recevoir des SMS, donc je vous passe tous les messages de tout le monde. C'est vraiment gentil. La fierté qu'on a, c'est la quantité, il y a beaucoup de gens, mais aussi la qualité. Je vois beaucoup de jeunes, des femmes, des familles, voilà. Donc ça rassemble et ça c'est vraiment une grande fierté. Et moi ça je peux le dire et pas vous. Le salon est plus beau d'année en année. C'est clair. On a des véhicules qui font rêver vraiment. Tout à l'heure je parlais de véhicules qui valent plusieurs millions d'euros. Évidemment, ça s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde, mais on a tous besoin de rêves pour vivre. Et puis à côté de ça, il y a des voitures accessibles. Il y a des expos qui sont extraordinaires. Il y a en particulier sur la passerelle une exposition qui est consacrée à Adolphe Kegress, donc qui avait inventé la chenillette. Vous avez ramené je sais pas combien de tonnes de sable pour que ça fasse encore plus vrai. 12 tonnes de sable pour que ça fasse encore plus vrai. Chaque année, il y a toujours une étape supplémentaire. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux l'année d'après ? Et là, puisqu'on va peut-être pouvoir venir jusqu'à demain, est-ce que l'on peut faire un petit tour d'horizon rapide, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, de tout ce que l'on peut voir ? Des nouveautés, par exemple, qui sont arrivées cette année ? Les nouveautés, déjà, où on se trouve ici, c'est les constructeurs. Vous avez multitude de constructeurs qui sont là pour la première fois. 17, je crois. Exactement. Vous allez voir Toyota, Mazda, Mitsubishi. Mercedes est là. Mercedes est là, Porsche. Donc, c'est un rendez-vous qui est important pour eux. Et au-delà des véhicules de collection, certains viennent faire des avant-premières. Pour la première fois, vous pourrez voir le numéro 8 de DS, la Porsche GT3. Donc ça, c'est vraiment un contenu qu'on aime proposer à nos visiteurs. Et après, on a essayé, comme vous l'avez mentionné à juste titre Jean-Luc, de passer d'exposition à expérience. On a une expo incroyable sur la F1. Il y a peu d'endroits en France où on peut voir 16 F1. Avec Jean-Louis Moncey qui commente et c'est vrai qu'il a tout un tas de petites anecdotes. C'est incroyable. Donc je vous invite à aller voir ça absolument. Si une scène live, live de l'humain, Jean-Louis Moncey. On va décortiquer ses histoires. On se replonge dans les succès de la
France en F1, DS, on dévoile la tête de l'affiche, cette DS ballon qu'on a recréé avec le Garak. Donc il y a une expérience et des histoires dans l'histoire. On va assez loin dans ce côté parce que c'est un lieu de rassemblement et il faut qu'on partage cette passion. Est-ce que ce salon Rétromobile bénéficie de toute cette époque très particulière et un peu brutale de ce que l'on vit dans l'actualité, et du coup il y a comme, non pas un retour, mais une espèce de, on reprend ses bases, on reprend ses valeurs. Est-ce que ce salon Rétromobile au niveau de la voiture de collection a aussi cet effet-là, de faire du bien? J'ai tendance à dire que le salon Rétromobile aujourd'hui est devenu le refuge de la passion automobile, comme on peut l'avoir sur les événements organisés par Peter Auto. Voilà. Et pas que de l'automobile, du bonheur de voir des choses extraordinaires. Et donc le deuxième axe, j'ai tendance à appeler ça une parenthèse enchantée. Voilà, j'ai un petit côté poète, j'aime bien les belles histoires, mais voilà, tout n'est pas toujours gai, mais en tout cas on vient à Rétromobile. Je regardais autour de nous, on voit que des gens qui passent un bon moment, qui ont le sourire. Donc, et nous aussi d'ailleurs. 140 000, l'objectif c'est possible? On a fait 130 l'an passé et si on continue sur cette lancée, et en tout cas ce matin il y a du monde, on va dépasser les 140. Merci beaucoup à vous deux. Merci Marc Wayoun, directeur général du groupe Peter, et d'avoir parlé de ce Mans classique qui auront lieu le 3 au 6 juillet. On ira rendez-vous au mois de juillet pour rêver. On va aller faire une émission en direct là-bas, tiens. Avec le bruit, c'est ça la différence par rapport à Rétromobile. Et merci aussi à Romain Grabowski d'être avec nous, le patron, le directeur du salon Rétromobile. On se quitte, on vous fait un gros bisou, on vous dit à la semaine prochaine. Salut mon ami Jean-Luc. À bientôt Dame Laurence. Et puis continuez bien sûr à écouter Sud Radio toute la journée avec le grand rendez-vous rugby de cet après-midi. Et bien évidemment Sud Radio vous fera vivre ce match dans le cadre du tournoi. Bon week-end à tous, nous on va se balader de bagnole en bagnole, on adore ça. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.